Heureux de vous recevoir, heureux de vous accueillir. Bienvenue à Rabat. Je sais que vous avez un programme extrêmement chargé et que ça continuera, mais j'espère que vous repartirez enrichi de nouvelles idées, de plein de motivations, de plein de choses. Moi, je m'appelle Yousr Tezi. N'essayez pas de retenir mon nom, il est quelque part là-bas. Et je me suis inventé un très beau métier de promoteur de talent. Ça fait déjà 10 ans que j'exerce un métier qui s'appelle promoteur de talent. Et je pars d'un principe très simple, qui n'est pas de moi, mais que j'ai eu le plaisir de vérifier régulièrement, c'est que chacun de nous a un super cadeau, un super talent, quelque chose. Et si nous parvenions à découvrir ce qu'était ce cadeau, ce talent, on pourrait gagner sa vie convenablement, travailler dans un domaine que nous aimons et faire ce que nous aimons faire. Et j'ai découvert, avec ma longue expérience dans le domaine, que nous avions plus qu'un talent. En fait, on est bourré de talent. Chacun de nous est bourré de talent. Chacun de vous est rempli de talent. Et l'idée, c'est de pouvoir s'autoriser à découvrir ces talents les uns après les autres, les reconnaître, les accepter, apprendre à les valoriser, leur donner de la valeur. Malheureusement, on a de merveilleuses choses, mais on n'a pas forcément appris à valoriser tout ce que nous avions. On rêve de tout ce qu'on n'a pas, ou de tout ce qu'on n'a pas encore, et on n'a pas forcément appris à apprécier et valoriser ce que nous avions déjà. Voilà. En quelques mots, c'est ce que je fais depuis quelques années, et j'ai plaisir à le faire. Alors, honoré d'être parmi vous, et je souhaiterais également accueillir et souhaiter la bienvenue à des étudiants qui nous suivent dans d'autres régions du Maroc et dans d'autres pays, je crois, et donc bienvenue à eux également parmi nous. Et le thème du jour m'intéresse tout particulièrement en tant que promoteur du talent, parce qu'on va parler de leadership et nous allons avoir le plaisir d'écouter deux personnes qui vont nous parler de leur parcours. Alors, ils vont en parler très ouvertement. Et je suis sûr que vous aurez des questions à leur poser, ils sont à votre disposition. Et je trouve que c'est généreux de leur part et gentil de leur part que d'être venus et de pouvoir partager leur vécu professionnel en espérant et en souhaitant que vous puissiez en bénéficier, que vous puissiez en tirer parti et que ça puisse vous inspirer pour votre propre carrière. Alors, avant de commencer, je voudrais inviter Monsieur Habib Heddoun, qui est président d'honneur de l'INSA, Alumni Maroc, pour une allocution d'ouverture, s'il veut bien se présenter sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je vous remercie, mais je voudrais prendre votre autorisation pour m'asseoir parce que je ne suis pas aussi jeune que monsieur. Please. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de l'Alumni INSA Maroc et de l'INSA Toulouse, je vous remercie d'être venus pour assister à cette conférence qui, j'en suis convaincu, sera à la hauteur de vos attentes. Je remercie également les conférenciers, à savoir M. Mohamed Barrada Al-Alami et Mme Hind Mfal, qui ont bien voulu consacrer leur temps précieux pour animer cette conférence malgré leurs agendas respectifs bien chargés. Je remercie enfin toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette conférence, aux côtés de l'Alumni INSA Maroc et de l'INSA Toulouse. Parmi les objectifs attendus de cette conférence, nous ambitionnons ouvrir la voie aux lauréats des écoles marocaines d'ingénieurs, et notamment l'INSA de Fès, qui va délivrer les diplômes de sa première promotion en juin 2020. Nous avions espéré avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur le Président de l'Université Euromed de Fès. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous regrettons son absence. Avant de passer la parole aux conférenciers, je laisse la parole à Sonia Bendidi, qui est elle-même membre de l'Alumni INSA Toulouse et ex-directeur de l'INSA Euromed, qui va vous parler de l'objectif que l'INSA Toulouse s'est fixé pour le séminaire d'immersion pour ses élèves ingénieurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Et j'appelle Sonia. Merci, merci, merci. Madame Sonia Bendia. Merci. Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Un peu plus. Bonjour à tous. Alors, j'en connais certains de l'INSA. Alors, au nom du président du groupe INSA, Monsieur Éric Morincom, et du directeur de l'INSA Toulouse,
Monsieur Bertrand Raquet. Je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique amphithéâtre de la CFG Bank. Hein. Et ce soir, donc, nous accueillons deux talents, donc Monsieur Berada et Madame Fall. Donc je ne vais pas les présenter parce qu'ils se présenteront tout seuls. Alors, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi nos étudiants sont venus ici. Donc, ce sont des étudiants de 5e année, donc dernière année d'école d'ingénieur, en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils passent la moitié de leur temps en entreprise. Et l'INSA de Toulouse leur propose une semaine d'immersion à l'international, d'immersion multiculturelle au Maroc, pour venir découvrir donc la culture marocaine, les entreprises marocaines, les entreprises françaises installées au Maroc et les laboratoires de recherche. Donc on a commencé ce matin par la visite de Massir, donc laboratoire de recherche. Nous avons continué par la visite du chantier du Grand Théâtre de Rabat. Demain, nos étudiants partiront à Casablanca pour visiter Meat Park, donc le parc aéronautique, où ils pourront rencontrer des chefs d'entreprise toulousaines installés au Maroc. Le soir, ils seront attendus à la maison de la région Occitanie à Casablanca. Oui, il y a une maison de notre région à Casablanca. Et nous les remercions de nous prêter la maison. Et ils rencontreront l'association des alumni INSA Maroc pour échanger avec eux sur leur parcours et leur trajet de vie, leur parcours professionnel. Voilà pour le programme de ces 2 jours. Ensuite, les étudiants rentreront à Fès pour continuer donc la partie interculturelle et des cours de management. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, pour démarrer, je vais donner la parole à la salle. Et on va demander aux étudiants qu'est-ce qu'ils attendent de nos 2 orateurs de prestige. J'aime bien l'approche. J'ai un micro à votre disposition, si vous voulez. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de micro. Vos attentes. Alors, on va passer une petite heure ensemble, 1h15. Et d'ailleurs, vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Mais si vous deviez annoncer quelques-unes de vos attentes, ça pourrait effectivement me permettre d'orienter mes questions et ça permettrait aux intervenants d'orienter leur discours. Quelques attentes? Please. Bonjour, je m'appelle Fabien Haut, donc je suis en 5e année en informatique et réseau à l'INSA à Toulouse. De cette conférence et de ce séminaire, je vous remercie déjà d'être venu nous présenter vos expériences et vos retours. C'est vrai que nous, INSAiens, c'est vrai qu'on attend, on ne connaît pas trop la culture marocaine, on a partagé ça entre nous, et on attendrait, c'est vrai, de voir votre point de vue sur le leadership, sur la place du Maroc à l'international, sur comment vous voyez, comment faire pour que le Maroc devienne un leadership dans le monde. C'est des choses qu'on s'est posé la question quand on a su qu'on allait participer à la conférence. Merci, merci. Question tout à fait importante, tout à fait intéressante. Ok. Je suis extrêmement curieux d'écouter la réponse aussi. Comment est-ce qu'ils voient le positionnement du Maroc à l'international? Très intéressant. D'autres attentes peut-être, d'autres questions que vous vous posez? Et je vous demanderai d'avoir l'amabilité de vous présenter brièvement. Bonjour, Anaïs Rabari, donc aussi en 5e année en contrat pro à l'INSA Toulouse. J'ai une question aussi, on a des attentes autour de la place de la femme, notamment au Maroc, et aussi la place de la femme dans le leadership en général. Voilà. Question délicate et intéressante. Oui. Je suis Nor de l'INSA Euromède de Fès. Par rapport au sujet de la conférence, je m'attendrais plus à voir des réponses sur comment mettre en œuvre ou comment justement appliquer ces valeurs et les défendre. Et est-ce que notre perception des valeurs aussi peut influer sur... attendez, je m'embrouille un petit peu dans la question. Oui,
Voilà. Pour le sujet, c'est défendre ses valeurs, c'est ça, et pour défendre ses causes. Mais comment est-ce qu'on pourrait justement mettre cette partie personnelle dans la réalisation de nos buts? Voilà, merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Non, c'était clair. Alors, je suis Zakaria, je suis en 5e année INSA Toulouse. J'ai une question. Est-ce que le fait d'être un leader veut forcément dire qu'on doit imposer nos principes et notre éthique? Et est-ce que c'est éthiquement correct d'imposer son propre éthique à un groupe de personnes? Merci. Allez, encore deux, trois questions. Et ensuite, bien sûr, vous aurez la possibilité. Allez-y. Bonsoir, Amaury Detaillac, en 5e année également à l'INSA Toulouse. Moi, je voulais avoir votre opinion, si vous avez des conseils à nous donner sur comment gérer les conflits qu'il peut y avoir entre nos valeurs et les réalisations qu'on peut nous demander de faire dans le cadre de notre travail. Et quels conseils pourriez-vous nous donner là-dessus? Voilà, merci. Et si je peux juste compléter aussi, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut se lancer dans le monde aujourd'hui, que ce soit l'entreprise, la recherche, après l'INSA ou une autre école, justement sur comment gérer un conflit, comment se placer et réussir à mettre en adéquation nos valeurs avec notre carrière finalement. Voilà. Merci. Mademoiselle, allez-y. Bonjour, moi je m'appelle Gianne, je suis en 5e année à l'INSA de Toulouse aussi en mathématiques appliquées. Et moi j'avais une question plus particulièrement sur quelles sont les personnes qui vous ont inspiré pour votre réussite et en particulier pour votre livre, Monsieur Berada. Voilà. Merci. D'autres attentes? Sinon, on peut peut-être commencer. Ok, merci. Je récupère le micro. Merci. Eh bien, je pense que c'est intéressant comme façon de démarrer. Je tiens à saluer parmi nous la présence de M. Driss Benchkouroun, président des alumni INSA Maroc. Et je vous demande d'applaudir ce charmant monsieur qui est là. Merci pour votre présence à tous. Alors, chère madame, j'aimerais commencer par vous poser une petite question. Alors, votre diplôme, votre parcours, les étudiants peuvent le trouver sur Internet. Je ne vais pas rentrer sur votre CV. L'idée, c'est simplement, je voudrais savoir comment, depuis votre diplomation, comment est-ce que vous avez vécu votre parcours professionnel? Je sais que vous avez travaillé dans le secteur public, dans le secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes ce parcours et comment vous l'avez vécu? Bien sûr. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je trouve que c'est une super opportunité d'échanger avec des étudiants, surtout qui viennent de France, donc qui ne connaissent pas tout à fait la culture marocaine, pour avoir un regard croisé, je pense, sur un certain nombre de sujets qui vont les intéresser. Alors, en quelques mots, mon parcours professionnel, j'ai démarré par un parcours entre guillemets technique, donc en cabinet de conseil et audit et conseil chez Arthur Andersen, donc multinationale. Et ensuite, j'ai fait du conseil en système d'information. Après ça, je suis allée dans une entreprise familiale, donc un peu à la rescousse pour une restructuration. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de mon travail. Qu'est-ce qui me plaisait, pourquoi je travaillais, parce que je travaillais de longues heures et que j'étais très motivée par ce que je faisais. Mais ça a commencé, le fait de travailler dans une entreprise familiale a commencé, en fait, l'idée de donner du sens à ce que je fais a commencé à germer. Donc suite à cette expérience qui a duré 3 ans, enfin c'est le deal que j'avais avec mon père, c'était de restructurer la boîte et de partir au bout de 3 ans. Donc objectif atteint, au bout de 3 ans, je suis repartie, encore en multinationale. Là, j'ai travaillé un peu à l'international chez Nokia. J'étais en charge de l'Afrique du Nord pour Nokia Networks. Et j'ai eu un souci professionnel. En fait, j'ai eu des menaces de mort dans un pays. Parce que j'étais en charge d'ouvrir le pays pour des opérateurs. Et donc, en choisissant des fournisseurs, j'ai eu des menaces de mort. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert, en fait, d'être dans une super boîte, d'être bien payé, etc. Où je suis juste un numéro.
je pense que le CEO de Nokia ne devait pas me connaître. Il a dû entendre parler de mon nom quand j'ai eu les menaces de mort, mais avant ça, il ne devait pas savoir qui j'étais. Et je me suis dit, does it worth it? J'avais des enfants en bas âge, donc je les quittais souvent. Et je vous garantis que quand vous dites à votre gosse, je pars pour une semaine, qui se met à pleurer, non, maman, ok, donc on y va quand même, mais il pleure quand même. Et en plus, avec un problème aussi important, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine en fait de continuer à travailler juste pour un salaire, une entreprise certes super, parce que les Finlandais sont top, les process sont géniaux, les gens sont clean, carrés, tout va bien. Mais est-ce que ça vaut le coup? Et là, je me suis dit non, j'ai envie de travailler en fait pour un sens, donner un sens à ma vie. Et je veux justement que mes valeurs soient incarnées dans mon travail, parce que j'avais pris la décision de travailler. Je sais que d'autres femmes prennent d'autres décisions, mais moi j'avais pris la décision que je voulais travailler. Donc il fallait que je fasse quelque chose qui allait continuer à me permettre d'être motivée et de me réaliser. Et là, j'ai commencé à chercher autour de moi. J'ai eu la chance d'habiter à Rabat, donc qui est une ville quand même administrative, c'est la capitale du Maroc, où il y a des entreprises publiques. Et donc je me suis posé la question si travailler dans du public, ça avait un sens. Et j'ai eu une super opportunité. Donc là, je suis depuis 12 ans à la Poste marocaine. Et à l'époque, en fait, il y avait un nouveau patron qui avait été nommé et qui cherchait une directrice du développement pour transformer l'entreprise. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Parce qu'une de mes très fortes valeurs, c'est le patriotisme. J'aime profondément mon pays, même si je me sens citoyenne du monde et que je suis très à l'aise partout. J'ai aucun problème, mais j'aime profondément mon pays. Donc je savais, d'ailleurs c'est pour ça que je suis rentrée, dès que j'ai fini mes études, j'ai travaillé 1 an aux États-Unis et je suis rentrée au Maroc, parce que pour moi c'était une évidence. Et je me suis dit, ben là je vais pouvoir rallier en fait mes valeurs avec mon travail. Et donc trouver cette passion qui doit nous guider, parce que je pense que la vie n'est pas un sprint, c'est un marathon, et si on n'a pas de passion, c'est difficile en fait d'arriver jusqu'au bout. Et donc je suis depuis 12 ans dans cette entreprise, et tous les jours je découvre des nouvelles choses, et j'aime ce que je fais, et j'aime en fait participer au développement de mon pays et pouvoir améliorer l'offre de services aux citoyens, etc. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Et nous reviendrons bien sûr sur un certain nombre de choses, si vous voulez bien. Et vous-même, s'il vous plaît, prenez note de vos questions. Et tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de vous exprimer aussi. Alors, Monsieur Mohamed Alemi Brada, pareil, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous avez vécu votre parcours, si vous deviez le décrire en quelques minutes? Pas forcément je ne parle pas des fonctions que vous avez occupées, mais comment vous avez vécu ce parcours, ce voyage jusque-là. Vous m'entendez? Bonsoir à tous, je suis également très heureux d'être parmi vous et je voudrais remercier d'abord CFG Bank, les INSA Alumna et Mohamed Ben Saïd en particulier qui s'est beaucoup démené pour que cet événement ait lieu et dans de bonnes conditions. Alors mon parcours a un peu démarré comme celui de Hind, puisque de manière assez conventionnelle, école de commerce, ensuite 2-3 expériences dans des entreprises américaines en France. Je suis tombé dans de la restructuration d'entreprises textiles pendant 5 ans. Pareil, j'étais un peu appelé à la rescousse sans nécessairement le vouloir. Et j'ai fait 5 ans de la restructuration. Comme un consultant, Non, j'étais responsable du développement en charge de la restructuration. Et donc, je vais revenir à cette expérience qui a été vraiment importante par rapport aux valeurs. J'ai fait 5 ans de restructuration textile. Ensuite, je suis resté dans le privé où j'ai d'abord intégré une entreprise immobilière en tant que responsable de développement. J'ai contribué à la faire croître jusqu'à en devenir le DG. Donc l'entreprise faisait moins de 10 personnes. Elle arrivait jusqu'à une trentaine de personnes. Avant, donc pendant 10 ans. Donc de plus ou moins de 27 à 37. Et à 37 ans, j'ai eu l'occasion de rejoindre, pas la fonction publique, mais rejoindre le gouvernement pour travailler pour le chef de gouvernement marocain sur l'emploi des jeunes, qui est un défi majeur de notre pays aujourd'hui. Alors, pardon, M. Berda, est-ce qu'il y a des étapes que vous voyez, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez identifier des étapes? Quelles seraient les étapes par lesquelles vous serez passé? Avant de vous répondre, je voulais revenir sur notre expérience dans le textile, parce que je pense qu'on a fait de la restructuration plus ou moins en même temps. Et mes valeurs étaient, personnellement, en tension ou à l'épreuve, parce que quand on gère une entreprise, et aujourd'hui tout le monde, vous serez tous des entreprises qui vont être sous la contrainte
sur la contrainte du temps, sur des contraintes techniques ou sur la contrainte de la rareté. Parce que quand vous gérez de la restructuration, vous avez un coût de la restructuration et vous n'avez pas nécessairement les moyens de la restructuration et de financer une restructuration. Et vous avez votre sens de la justice qui est mis à l'épreuve. Parce que vous avez des arbitrages à faire entre les intérêts de l'entreprise et de l'intérêt des salariés que vous allez devoir licencier. Vous avez un rapport à la vérité qui va être mis à l'épreuve. Est-ce que vous devez dire la vérité à vos collaborateurs? Est-ce que vous devez leur dire que votre entreprise est en train de mourir, risque de mourir? Quel effet ça va avoir sur leur morale, sur leur morale, le moral des troupes, alors qu'on est dans une guerre de survie? Et donc je pense que d'ailleurs ma thèse, pas ma thèse, mais mon mémoire de fin d'études portait sur le mensonge en entreprise, parce que pour moi il y avait un dilemme moral par rapport au rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise peut dire, ce qu'il peut cacher, etc. Alors maintenant sur les séquences de ma vie, donc voilà, je pense que c'est là où mes valeurs ont émergé, le sens de la justice, la bienveillance, parce qu'on peut licencier quelqu'un ou beaucoup de monde avec de la bienveillance. Et donc c'est là où quelque part mon éveil, pas mon éveil, mais disons que l'émergence de certaines valeurs clés ont émergé et qui vont être importantes dans mon parcours. Donc entre 20 et 30 ans, très sincèrement, je pense que j'étais vraiment à la tête dans le guidon, à me concentrer sur ma vie personnelle, à construire ma carrière, à faire mes preuves, parce qu'on a toujours inconsciemment quelqu'un à qui on veut faire des preuves, que c'est un parent ou autre, mais j'étais vraiment dans ce parcours de réalisation de soi. Et en train de faire ma vie personnelle, puisque je me suis marié, j'ai eu des enfants. Donc entre 20 et 30 ans, je me suis mis à l'épreuve. Voilà, c'était une période d'apprentissage. Et je pense que c'est là où j'ai développé mon leadership personnel. Parce qu'on vient ici avec nos succès, mais aussi beaucoup de nos échecs, et beaucoup de nos failles, et beaucoup de nos faiblesses. Et donc on apprend dans un premier temps, dans la vie professionnelle, dans le couple, dans la vie familiale, à gérer ses faiblesses, son ego, sa colère, sa sensibilité, la capacité de travailler en équipe. Donc je pense que pendant cette première séquence, j'ai vraiment travaillé sur moi. Et la deuxième séquence dont on parlera peut-être plus tard, entre 30 et 40, a été le rapport au leadership des communautés. Comment mes valeurs se sont mobilisées pour une cause, pour deux causes en particulier, l'une après l'autre, dans le cadre d'une association qu'on a cofondée. Et donc la deuxième séquence était une séquence d'associatif dans laquelle il y avait du sens, dans lequel j'avais besoin de sens au-delà de mon travail. Voilà. Alors, première phase d'apprentissage, de formation. Vous aiguisez vos talents, vous apprenez à utiliser tout ce que vous avez appris à l'école, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment en faire usage et à quel moment en faire usage nécessairement. Mais bon, en travaillant, donc c'était une phase d'apprentissage. À un moment donné, vous vous dites, j'ai envie de donner du sens à ma vie. Vous commencez à prendre conscience des valeurs, de l'éthique. Est-ce qu'il y a un âge ou comment ça se passe? C'est-à-dire, alors pour vous, c'était un choc, menace de mort, des enfants à la maison. Mais je pense que c'est une maturité. Après, chacun, en fonction de son expérience, son parcours de vie, va le vivre plus ou moins tard. Mais donner un sens à sa vie, c'est extrêmement important. Parce que les gens, globalement, vous êtes amenés à être des hauts cadres, ensuite des cadres dirigeants ou peut-être des entrepreneurs successful, je l'espère pour vous. Les gens ne vous suivront pas pour ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. C'est extrêmement important, en fait, de transcender en fait la partie technique de votre travail et d'expliquer les valeurs de votre entreprise ou de votre entrepreneuriat ou de vos idées ou de la façon dont vous faites les choses. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir toucher les gens et qu'ils vont en fait être amenés à agir et à vous suivre dans ce que vous faites. Donc à partir de là, je pense que c'est effectivement c'est quelque chose qui mûrit. On n'en est pas conscient quand on a 20 ou 22 ou 25. Je pense qu'on travaille parce que c'est super de travailler, c'est excitant, puis on a envie d'être dans la plus belle boîte, et puis on a envie d'avoir des copains sympas, et puis on a envie de sortir, et puis à un moment on a envie peut-être de se mettre en couple, et à un moment on a envie d'avoir des enfants. Mais et notre vie en fait se construit à la limite à notre insu, entre guillemets, à part les plus matures d'entre nous qui ont de la vision à 18 ans, mais ça, je ne pense pas que ça soit le cas de grand monde. Mais en général, on subit un peu notre évolution en fonction déjà des rencontres de la vie et puis de nos choix professionnels, personnels, etc. Et c'était quoi la question ?
Non, vous y avez répondu. Vous ne vous souvenez plus de la question, mais la réponse est bonne. Ne vous inquiétez pas. Ok, parfait. Voilà. C'est à quel moment que l'on se dit je veux donner un sens à ma vie, mais vous y avez répondu. C'est pas grave, tout va Oui, bien. alors c'est venu un peu la construction. Voilà, la construction était un peu entre guillemets à mon insu, mais c'est vrai que la décision a été prise donc quand j'ai voulu quitter Nokia, où je me suis dit sur quoi je vais m'orienter, parce que j'avais, je sais plus quel âge j'avais. Vos enfants avec quel âge? J'avais peut-être 35 ans. D'accord. J'avais 35 ans et je me disais la prochaine boîte dans laquelle je vais travailler, il faut que ça soit une entreprise où je vais vraiment m'amuser, je vais passer du temps. Parce que j'ai eu des 3-4 ans, comme à peu près tout le monde. Même maintenant, je crois qu'on me dit que c'est plus jeune dans votre... Enfin, c'est plus court chez les jeunes, c'est des 1-2 ans. Mais bon, à mon époque, une période moyenne à passer dans un poste, enfin dans une entreprise, en tout cas, c'était 3-4 ans. Après, on s'ennuie, puis on a envie de faire un gap matériel, toucher plus d'argent, et c'est toujours plus simple quand on quitte l'entreprise. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai envie de faire un truc qui sera du long terme, où je vais, moi, me réaliser, où je vais avoir un impact sur mon environnement, sur les équipes, sur ce que j'ai envie de faire. Et justement, pour revenir au leadership, moi, je ne pense pas qu'il y a un moment où on a du leadership, où il y a des gens... C'est-à-dire que le leadership, on peut l'avoir à un âge très jeune, et c'est du quotidien, le leadership. C'est pas un truc très compliqué qu'il faut atteindre quand on a 60 ans. C'est quelque chose, en fait, c'est une façon d'être, se dire que en fait, d'avoir cette conscience de l'impact qu'on peut avoir dans nos vies. Et il y a un truc que j'adore, vous pouvez chercher, vous allez le trouver sur Internet, c'est un truc qui s'appelle le Golden Circle. C'est le cercle d'or. Le cercle d'or. Le cercle d'or, où en fait on dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, how we do it, and why we do it. Et en fait, qu'est-ce qui nous motive à faire la chose? Qu'est-ce qui nous motive à faire la chose? Quel est notre élément moteur? Et l'élément moteur, on peut l'avoir dans tout. On peut l'avoir même quand, je sais pas moi, quand on cuisine, on peut se demander pourquoi on est en train de cuisiner un poisson et pas une viande. C'est-à-dire que ce Golden Circle, il peut être là tout le temps dans notre vie, en fait, en permanence. La façon de faire des choses, c'est technique. Et plein de gens peuvent le faire. D'ailleurs, c'est la différence entre nous et les robots. Les robots savent faire plein de choses, ils vont les faire même mieux que nous. Mais eux, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils n'ont pas de sens, c'est-à-dire qu'ils sont programmés. Nous, on est des humains, et si on a envie d'être bien ensemble, d'être bien en communauté, et justement de pouvoir avoir un leadership, oui, avoir un leadership sur notre environnement, il faut en permanence se poser la question pourquoi on le fait. Et donc le sens de la vie, pourquoi on est sur Terre. Et moi, je suis franchement... intimement convaincu que chacun a un rôle sur Terre. On n'est pas né, on n'est pas descendu par hasard, on n'est pas là par hasard. On a une mission, on a quelque chose à apprendre. Ouais, on a une mission. En tout cas, quelque chose à apprendre. Et trouver sa mission sur Terre, je pense que c'est un kiff absolu. Parce que ça nous permet d'orienter nos actions et de se dire pourquoi je suis utile. Et ce questionnement, en fait, au fur et à mesure que je me suis posée, ça m'a poussé aussi à faire d'associatifs, comme Si Mohamed. Parce qu'au-delà du travail, au-delà de ce qu'on peut donner dans un milieu professionnel, je pense rendre un peu à la communauté, surtout des gens qui ont eu beaucoup de chance, comme vous et moi. Vous avez fait des études, vous êtes en bonne santé, vous allez bien, vous mangez à votre faim, vous êtes dans des pays safe, etc. Je pense qu'on est dans l'obligation, un moment, une fois qu'on est à l'aise, après il y a des gens qui le font beaucoup plus jeunes, de se dire comment je peux rendre un minimum à ma communauté. Et ça aussi, à côté de la vie professionnelle qui a un sens, ça en tout cas, pour moi, j'ai trouvé que ça a donné beaucoup de sens à ma vie. J'ai fondé une association pour aider des enfants malades, prématurés. Et parce que au Maroc, en fait, le plus fort taux de mortalité pour les infantile est dû à la néonatalité. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a passionné. J'ai cherché j'ai regardé un peu la littérature autour de ça. Je suis allée voir des gens au ministère de la Santé, à l'hôpital public de Rabat, etc., pour comprendre un peu comment on pouvait faire améliorer cette cause. Et j'aurais pu me dire c'est trop gros, c'est énorme, moi je suis toute seule dans mon coin, je vais servir à rien. En fait, on est un groupe de copines et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et à partir de là, on a trouvé des couveuses portables qui sont fabriquées en Inde, qui ont été fabriquées d'ailleurs par une école, un MBA, c'est un truc de fin d'études d'un MBA, je crois que c'est Stanford, ou une grande université américaine.
Et c'est un projet sur lequel on travaille qui est super excitant. Et voilà, on est des citoyens lambda, normaux. On a cherché un peu, on a trouvé un truc qui sort out of the box, qui ne soit pas la couveuse qui coûte 8 000 ou 9 000 euros, etc. Et puis, cette motivation qu'on a, en fait, on arrive à drainer des fonds, on arrive à mettre des gens avec nous dans la cause, même si on n'est pas une marque, même si l'association n'est pas très connue. Mais quand on parle aux gens... peut-être on mérite des applaudissements, cette dame. Bravo. L'association s'appelle Soror Biladi, le sourire de mon pays. Bravo. Et voilà, donc l'idée, c'est continuellement donner du sens, en fait, à ce qu'on fait. Bravo. Et donner de soi permet de donner également du sens en plus de sa carrière professionnelle. Monsieur Berda, une fois que l'éveil s'est fait, voilà, la post-éveil, vous avez passé la première phase à apprendre, travailler, aiguiser vos compétences. Une fois que l'éveil s'est fait, c'est-à-dire je veux donner un sens à ma vie, quelle a été l'étape suivante? En fait, la linéarité de ma vie s'est transformée par quelque chose que je ne soupçonnais pas. Je suis d'un caractère très volontariste, donc j'avais des objectifs bien déterminés, etc. Et puis, entre 25 et 30 ans, j'ai commencé à avoir cette quête de sens. Mais pendant longtemps, quelques années, cette quête de sens était vraiment insaisissable. Je ne savais pas dans quoi j'allais m'engager. Et c'est là où des points d'inflexion vont se faire. Donc dans ma période textile, en 2005-2006, mon quotidien était tellement insupportable. J'étais en train de mener cette restructuration, de construire une usine. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est effondré. On perdait beaucoup d'argent tous les mois. Et puis je étais en première ligne d'un projet de restructuration qui allait mener l'entreprise vers la cessation de paiement. Donc un matin, je me réveille, manque de peau, je me bagarre avec mon épouse et je décide de tout claquer, de partir en Inde, sans prévenir personne. La veille de mon anniversaire. Il a l'air inoffensif comme ça et tellement doux, c'est dangereux ce que vous faites. Je raconte pas ça à mes enfants. Mais donc, je pars en Inde pendant 15 jours et en revenant, j'avais pris des notes et j'en ai fait un carnet de voyage. Et j'ai cherché à trouver un éditeur que j'ai trouvé au Maroc et j'ai édité un premier livre qui s'appelait Petite fugue et grande réflexion. Bon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que on m'a invité 2-3 ans plus tard à le présenter dans une école d'ingénieurs, le HTP, l'école Hassanieh de Travaux Publics. Donc je le présente, ça se passe plutôt bien, je suis content parce que je suis avec des jeunes étudiants un peu comme vous. Et je m'en vais, 2 mois plus tard, on m'appelle, on me dit écoutez, on a un poste qui se libère, est-ce que ça vous intéresserait pas de venir enseigner? C'était en 2007, dans cette école d'ingénieurs. Je dis super, pourquoi pas? J'avais 27-28 ans et le contact avec les étudiants était juste magnifique parce que vous êtes dans une classe, vous êtes sûr que 100% des jeunes qui sont dans votre classe ont un QI supérieur au vôtre et qui vous challenge en permanence, donc c'était sympa. Alors c'est là où les concours de circonstances commencent à se faire. Donc autour de 30 ans, j'ai postulé pour faire une formation à la Kennedy School et j'ai été refusé 2 fois. On m'a refusé une première fois, on m'a refusé une troisième fois. Et il a fallu qu'on m'accepte à la Kennedy School en plein printemps arabe. Donc je suis allé faire une formation de leadership à la Harvard Kennedy School en plein printemps arabe au Maroc. Donc deuxième. Et pourquoi je vous ai parlé de l'HTP tout à l'heure à l'école de travaux publics, c'est que pendant le printemps arabe, un de mes étudiants me dit mais monsieur Berada, nous on en a marre de parler de citoyenneté, de ceci, de cela, on veut parler politique. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, depuis 30 ans, il était interdit de parler politique dans les écoles publiques pour des raisons historiques. Et donc, cette interpellation, premier déclencheur, la formation à la Kennedy School, et je rentre de la Kennedy School, et je rentre en me disant, j'ai trouvé une cause pour laquelle je vais m'investir sur les 10 prochaines années. C'est la promotion du leadership au Maroc. Les chantiers sont tellement énormes dans ce pays que seul, je ne pourrai rien faire. Une poignée ne pourra rien faire. Il faut qu'on soit des milliers de chevals blancs, de jeunes femmes et hommes patriotes, compétents et leaders, qui ont des volontaires et qui ont la capacité de mobiliser pour pouvoir apporter le changement. Donc on monte une association qui s'appelle Tariq Ibn Ziyad Initiative. Donc je continue sur les synchronicités. Donc Tizi se monte, on est 5 au départ, et puis entre 2011 et maintenant, on a initié 5000 personnes au leadership. On a repéré 60 jeunes talents. Il y en a un qui est dans la salle, Hassan Baraka, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Hassan est un des talents qu'on a spotlighté. Tizi a réussi à envoyer 12 de ces jeunes à la Harvard Kennedy School faire plus ou moins l'information que j'ai faite, dont Hassan également, via les financements de nos partenaires. Et puis, dans le cadre de cette association, et je vais bientôt finir,
l'un des présidents de cette association, parce qu'on a un système tournant tous les ans. Je n'ai jamais été président de Tizi, et tous les ans on a un nouveau président, pour que vraiment que ça soit une épreuve, et à la limite d'âge est de 40 ans. Et donc pour que chaque année il y a un homme ou une femme qui s'éprouve à diriger un groupe de personnes. Et l'un de nos présidents, qui s'appelle Rassan Ben Sharon, comme vous, décide de faire un livre blanc, sans mesures pour changer le Maroc pendant les élections législatives 2016. Une fois qu'on sort ce livre blanc de Tizi, on va le présenter aux équipes du chef de gouvernement de l'époque. Et on devait passer 1 heure, ils nous ont gardé 3 heures. On dit, écoutez, c'est très intéressant ce que vous nous dites, rendez-vous après les élections. Et je la fais courte, 6 ou 7 mois plus tard, quand le gouvernement a été installé, on nous recontacte en nous disant, envoyez-nous votre livre blanc et envoyez-nous de vos CV. Et là, je saute sur l'occasion, je glisse mon CV dans cette liste et on m'appelle pour démarrer cette mission. Eh bien, bravo, bravo, bravo. Beau parcours, beau parcours. Et donc, depuis, vous êtes engagé dans cette mission, c'est ça? C'est-à-dire, depuis c'est ce qui a donné une orientation, en tout cas, l'orientation jusque-là, c'est ça? Depuis, j'ai une deuxième cause. J'avais la cause de la promotion du leadership au Maroc, que je continue à faire. C'est un peu moi qui choisis ce thème du leadership. Et pour qu'on en parle tout à l'heure, pour que de nos vies, nous puissions illustrer comment le leadership peut vraiment être un accélérateur de carrière et un élément de mobilisateur de cause. Et j'ai une deuxième cause aujourd'hui qui est l'emploi des jeunes au Maroc, pour lequel je travaille à plein temps, et c'est fabuleux de pouvoir vraiment aller au travail tous les matins en disant waouh, je suis payé, je vais travailler à 100% de mon temps pour quelque chose que j'aime et qui sera utile pour ce pays. Et ça, c'est vraiment, c'est bon. Super, bravo, bravo. Je me fais aider par notre très cher ami juste pour passer le micro. Et donc, s'il vous plaît, j'espère que vous avez plein de questions pour nos deux intervenants. Et j'ai une petite question à vous poser, chère madame. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était difficile de quitter la maison quand il y avait un enfant qui pleurait, que vous savez que vous allez vous absenter pendant 1 semaine. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté plus grande en tant que femme? Une des questions qui a été posée, la femme au Maroc. Est-ce que vous avez senti dans votre carrière quelque chose de spécifique dans le fait que vous soyez femme par rapport au leadership et par rapport à votre carrière? Honnêtement, non. Mais je pense que c'est grâce à mes parents, à mon père plus précisément. J'ai un frère qui a 1 an de moins que moi et on a été élevés exactement de la même manière. C'est que j'ai jamais senti ces histoires d'inégalité femmes-hommes, je les ai découvertes un peu tard dans la vie. C'est une chance que j'ai eue. Et donc, dans ma façon d'appréhender les choses, je me suis jamais dit, je suis une femme, donc je ne peux pas faire quelque chose. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. On peut tout faire. Maintenant, il y a des conditions, il y a un environnement, il y a un certain nombre de choses qui font que les statistiques sont ce qu'elles sont, malheureusement. Et je pense que le Maroc n'est pas moins bien loti que le reste du monde. Hein. Je pense que l'égalité homme-femme, je ne vais pas vous baratiner de ces stats, mais je ne sais pas, quand on pense que, par exemple, dans les présidents des 500 Fortune Companies, il n'y a que 5% de femmes qui sont PDG, c'est un peu triste. Et honnêtement, nous, notre génération, n'a pas pu faire grand-chose. J'espère que vous allez pouvoir y faire quelque chose. Honnêtement, il y a un énorme travail de prise de conscience à faire. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait d'avoir le cœur déchiré quand on sort de la maison parce qu'on a laissé un enfant qui est triste qu'on ne soit pas là. Je pense que les femmes devraient faire un travail encore plus excitant que les hommes pour justement pouvoir supporter les pleurs de leurs enfants. Donc quand on sort le matin, on se dit bon, je sors pour quelque chose. Je ne sors pas pour un truc qui ne sert à rien, ou je sais que je laisse un enfant à la maison, mais au moins ce que je fais a du sens. Il va être fier de moi, je vais lui apporter quelque chose, je vais changer quelque chose à la communauté. Et donc ce sentiment en fait de sens équilibre un petit peu. C'est pas ça, enfin, un gamin qui reste à la maison, il n'a pas sa mère la journée, il n'a pas sa mère la journée, ça change rien. Mais en tout cas, dans la balance, on se dit, on a fait quelque chose de super intéressant, donc entre guillemets, ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais en tout cas, ça compense un peu le fait de le laisser derrière. Et encore plus pour une femme que pour un homme, parce que les hommes sont construits naturellement, biologiquement, socialement, à sortir travailler. Pour qu'une femme ait comment on va appeler ça, la persévérance en fait qu'il faut. Pour continuer dans la vie, il faut que le travail soit très excitant, très intéressant et donc qu'il ait du sens.
Je ne vais pas le faire ce soir, mais je vais exiger l'égalité à ce niveau-là aussi, parce que nous aussi, quand on quitte notre femme et nos enfants, ça nous déchire le cœur, c'est vrai, non? C'est pas propre aux femmes, non? On croit. Oui, d'accord. On a besoin de moins de motivation, vous croyez? Non, mais je comprends. C'est une idée très intéressante, très honnêtement, et c'est la première fois aujourd'hui que j'entends une idée pareille. Donc, quand on est une femme, il faut avoir un travail encore plus motivant pour pouvoir quitter sa famille, quitter sa maison. Sinon, si ça vaut pas le coup, c'est pas intéressant. S'il n'y a pas de vrai challenge. Non, honnêtement, il n'y a pas d'obligation pour une femme à travailler. Après, c'est Mm. des choix. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui font le choix et ils l'assument de rester à la maison, de gérer leurs enfants. C'est magnifique. Et franchement, c'est Donc, quand extraordinaire. on fait ce choix, il faut que ça vaille le coup. Il faut Voilà, que ça c'est vaille ça le l'idée. coup. Voilà, l'idée, c'est D'accord. non, mais c'est surtout pour que ça nous donne l'envie d'y aller tous les jours, parce que Mm. c'est tellement, enfin, le sentiment Oui, maternel est on tellement voit. fort qu'il faut que ça en vaille le coup. Voilà. Ok, merci. Monsieur Berda, s'il vous plaît, vous parliez tout à l'heure d'échecs, parce que effectivement, on peut parler de success story. Et je vous félicite pour votre carrière. Je vous souhaite beaucoup de succès à tous les deux. Maintenant, il y a aussi des moments difficiles dans les environnements professionnels. Vous parliez un de ces moments difficiles. Où trouvez-vous les ressources qu'il faut à ce moment-là pour continuer? Je voudrais d'abord répondre à Amaury, qui parlait de la contradiction qu'on peut rencontrer entre ses valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Vous pouvez rapprocher un peu le micro. Oui, pardon. Ou Zakaria qui parlait du rapport à l'éthique par rapport à son éthique et celle d'entreprise. Ça, c'est effectivement, on peut trouver ça. Moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est effectivement, il fallait parfois avoir des partis pris ou exécuter des décisions, RH notamment, qui étaient à l'encontre de mes principes. Et dans ce genre de dilemmes moraux, je pense qu'on a deux choix qu'on gère dans la durée. Soit on arrive à défendre ses valeurs. On se bat jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on nous mette dehors, d'une manière ou d'une autre. Soit on démissionne. Mais sinon, c'est très douloureux. On peut avoir de longues insomnies si on n'arrive pas à mettre en ligne ses valeurs. Alors, imposer son éthique aux autres, je pense qu'il y a une éthique au travail, les valeurs universelles sont ce qu'elles sont. Donc, je pense qu'on n'impose pas son éthique. Par contre, et là, on parle de leadership, c'est qu'on a un style. Hind et moi, on s'est redécouvert il y a un an, et je pense qu'on a une manière d'être assez. Notre manière de gérer nos équipes ou les manières de les motiver et de faire face aux moments difficiles font qu'on travaille avec nos tripes. Je pense qu'on travaille vraiment avec nos tripes. On y croit, on donne du sens à notre vie et au sens de la vie de nos équipes. On est très humain, on est peut-être un peu familier et très proche de nos équipes. Je pense qu'on n'est pas dans une manière d'être un peu distante, mais avant de donner la parole, le leadership culturel, tout ce que j'ai pu apprendre dans mes expériences, aussi bien dans des boîtes américaines ou aux États-Unis sur le leadership, modulo des référentiels culturels propres au Maroc ou ailleurs, les ressorts humains sont les mêmes. On a les mêmes motivations, les mêmes attentes, les mêmes besoins d'être nourris par des paroles nourrissantes, les mêmes besoins de réalisation, les mêmes besoins d'argent. Donc, si vous voulez, je pense que il y a des biais culturels qu'il faut prendre en compte, effectivement, mais une fois qu'on est leader, ce n'est pas la langue ou la culture qui est barrière, modulo cette adéquation, cette adaptation aux référentiels culturels. Je pense qu'une chose qui est très importante, ça marche. Bon. Et quelque chose qui est très important en entreprise, c'est qu'il faut s'intéresser à l'humain. Il faut vraiment vous intéresser aux gens. Si vous voulez d'abord qu'ils vous le rendent, ils vous le rendent très bien. Et les gens ne sont pas des, je vous l'ai dit tout à l'heure pour un autre sujet, mais ils ne sont pas des machines, ne sont pas des robots. C'est des personnes, vous-même vous êtes des personnes avec vos fragilités, vos envies, vos rêves, vos soucis, etc. Et quand vous avez une approche humaine des gens, ou de la relation interpersonnelle dans l'entreprise, ça marche super bien. Parce que quand on arrive à créer en fait le lien, c'est plus facile d'embarquer les gens. Parce qu'ils savent que vous savez qui ils sont et comment ils pensent et qu'est-ce qui leur plaît. C'est même plus simple de leur faire avaler des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, qui doivent être éthiques évidemment, mais même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont plus facilement adhérer en fait quand vous avez une relation sincère et humaine avec eux plutôt que juste directive. Moi j'ai un style de management très directif, mais il est aussi, c'est-à-dire que je prends le temps à côté.
Pendant mes réunions, je suis très directive, mais à côté, je vais prendre le temps avec mes équipes pour comprendre leurs soucis, leur état d'esprit, leurs problèmes. Si je vois que ça va pas, je vais poser la question. Et c'est pas salut, ça va, tu vas bien, ciao. C'est pas le how are you doing américain. C'est vraiment est-ce que ça va, t'es sûr, est-ce que je peux faire quelque chose? Et puis quand je peux faire quelque chose, je vais le faire. Et donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui donne une dimension hyper importante en management. On peut appeler ça le leadership, mais vous intéresser à l'humain, c'est extrêmement important. Et un collègue ou un supérieur ou quelqu'un qui est en dessous de vous, bon, c'est plus compliqué avec un supérieur hiérarchique, mais quelqu'un que vous gérez, vous allez plus facilement l'atteindre et lui faire changer d'avis si vous vous intéressez à lui. Il y avait un sujet sur lequel je voulais revenir aussi, comment gérer les conflits. Alors, comment gérer les conflits en entreprise, il y en a souvent. D'ailleurs, les conflits qui soient d'ailleurs d'ordre éthique ou des conflits juste sur la technique quoi, ou interpersonnel, où on n'est pas d'accord sur les sujets. Franchement, c'est des choses qui s'apprennent. Il y a des gens qui vont être naturellement... comment on va appeler ça, non-violent ou naturellement conciliant, etc. Bon, ça va être plus simple pour eux. Et des gens qui vont avoir un tempérament plus guerrier, etc. Il faut qu'ils travaillent sur ça. Après, c'est des choses de développement personnel qu'il va falloir que vous fassiez dans votre vie au fur et à mesure quand vous avancez. Il faut franchement régulièrement vous poser la question tous les 6 mois ou tous les ans sur qu'est-ce qui a marché cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que j'étais en tension, où est-ce que j'étais en conflit, où est-ce que j'ai réussi, où est-ce que j'ai pas réussi. Et donc faire en fait une rétrospective sur vos échecs et vos réussites, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des outils formidables partout, soit de formation continue, soit même juste sur Internet, vous avez une panoplie d'informations que vous pouvez avoir. Et donc franchement, n'hésitez pas à vous poser la question sur vous-même et comment je peux améliorer les choses et comment, si justement vous êtes dans des situations de conflits régulières, vous pouvez prendre des cours de gestion de conflits ou même de négociation, parce que ça permet, apprendre à bien négocier permet de bien gérer des conflits. Quand on sait comment négocier, on anticipe les conflits parce qu'on sait que la personne qui est en face de moi, voilà comment elle réagit, voilà son mindset, voilà les choses qui l'intéressent, voilà nos zones de possible agreement, ça s'appelle ZOPA en anglais, zone of possible agreement, les choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord, les choses où on ne sera jamais d'accord. Et une fois que vous allez en réunion avec quelqu'un, surtout si vous savez que vous êtes en conflit avec cette personne, ça se prépare. À tous les niveaux, vous posez des questions, vous anticipez un maximum de questions. Bon, après, il y en a que vous n'allez pas réussir à faire, mais c'est un travail qui se construit. Honnêtement, il n'y a rien qui est impossible. Rien. C'est-à-dire que tout s'apprend, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan personnel, et donc rien ne devrait vous faire peur. Et c'est d'ailleurs une des qualités, je pense, majeures des gens qui réussissent. J'avais lu une étude d'une psychologue américaine, en fait, qui a fait des études dans les écoles pour voir quelle était la compétence qui était la plus prédominante en fait dans la réussite des élèves. Et bizarrement, c'est pas le QI, c'est pas l'intelligence sociale, c'est pas la santé physique, c'est pas comment on appelle ça, le diplôme. Même pas, non, pas le diplôme. Le truc la catégorie socio-professionnelle, c'est quelque chose qu'aux États-Unis ils appellent the grit, et aux États-Unis en anglais ça s'appelle the grit, et c'est la persévérance. En fait, c'est la conviction que tout peut s'apprendre, qu'un échec n'est jamais définitif. On n'est pas bon en français, c'est pas grave. On fait des comment on appelle ça, de l'orthographe. Non, pas de l'orthographe. La conjugaison. La conjugaison. Pendant des années. Rien n'est impossible à acquérir. Et donc, que ça soit sur les soft skills ou sur les hard skills, rien n'est impossible à acquérir. Donc, quand vous avez identifié un problème en vous, vous donnez les moyens de le dépasser. Et puis, voilà, rien n'est impossible. Merci. Je vous en prie. Oui, je vais juste rebondir. Je voulais rebondir sur le rapport à l'humain. C'est quelque chose de fondamental, davantage dans les pays chauds. Je pense au Maroc, mais aux pays du sud de la Méditerranée. D'abord, le rapport dans le leadership, je pense qu'on va voir l'approche par la raison et l'approche par le cœur. L'approche par la raison, c'est le fameux principe catégorique de Kant que vous allez me rappeler, dont je me souviens vaguement, mais vous allez me rappeler. C'est considérer toujours l'autre en tant que fin en soi et non comme moyen. Ça veut dire que chaque personne, de la personne qui vous ouvre la porte le matin dans l'entreprise, à votre N-1 et votre collègue en face, il faut le considérer comme une fin en soi.
comment tu sais tisser, tramer une relation interpersonnelle avec lui pour qu'il puisse inconsciemment vous apprécier et donc demain vous tendre la main quand vous aurez besoin de lui. Une assistante peut vous ouvrir des portes que vous n'aurez même pas pu imaginer exister, parce que si vous tissez avec elle une certaine relation. C'est valable sur tous les cieux. Hein. Et donc, mais cette notion, cette approche par le cœur, d'abord, par la raison que je fais, c'est véritablement chaque personne avec laquelle vous allez échanger, elle, c'est une fin en soi. C'est une personne qui a derrière elle ses rêves, ses frustrations, ses colères, ses blessures, ses traumas. Et quand vous la saisissez comme ça, et que vous la nourrissiez par de la bienveillance, par de la bienveillance, c'est déjà l'étape, je dirais, la première étape du leadership. Tramer des relations de qualité. Considérer les personnes en face de vous comme des rêves et des souffrances et en tenir compte. Je vois Jason hocher la tête, donc il semble être d'accord. C'est Jason, c'est ça. Et ensuite, par l'approche par le cœur, c'est que c'est encore plus valable dans les pays chauds, les pays maghrébins, les pays africains, les pays d'Amérique latine. C'est que vous avez beau avoir une relation hiérarchique avec quelqu'un, si quelqu'un ne veut pas vous faire la mission, la tâche que vous voulez faire, il ne la fera pas et vous pourrira la vie. On ne travaille pas avec un Marocain ou un Chilien contre avec un Allemand. Un Allemand a une définition de poste, des prérogatives très claires, et il fera la tâche, la mission qu'il fera. Au Maroc, en tout cas de ce que je vis, c'est que la relation interpersonnelle va primer sur la qualité du travail. Et on est obligé de travailler l'humain. Par conséquent, vous pouvez avoir des polytechniciens géniaux qui, au Maroc, vont vraiment se planter dans leur carrière parce qu'ils ne vont pas prendre en main l'humain et le traiter comme une fin en soi. Et vous pouvez avoir des gens d'intelligence très moyenne qui, par contre, excellent dans l'humain, qui ne sont pas stratèges pour un sou, qui ont juste le QI suffisant pour être un bon dirigeant ou un bon entrepreneur, et qui, parce qu'ils ont une intelligence relationnelle extraordinaire, vont vraiment surperformer dans leur carrière. Donc voilà, il faut garder en mémoire que l'humain, sous tous les cieux, est fondamental, et en particulier dans les pays comme le nôtre. Merci, merci. Alors vous parliez de l'importance du travail d'équipe, d'apprendre comment résoudre les conflits. Je voudrais juste attirer votre attention à tous sur l'importance de la communication. Je ne comprends pas comment, pourquoi, alors que nous serons amenés à toute notre vie, nous serons amenés à communiquer, que ce soit avec notre famille, dans nos environnements professionnels. Je n'ai pris un cours de communication qu'après mon enseignement supérieur. Je ne savais pas communiquer, personne ne m'avait jamais appris à communiquer. Mais un jour, je me suis dit, mais il va falloir absolument que j'apprenne, c'est important. Et j'ai vu régulièrement dans ma carrière des personnes qui avaient un très haut niveau de compétences, mais qui travaillaient pour des personnes moins compétentes, mais qui savaient communiquer. Je ne vais pas parler de ministre, mais systématiquement, quand j'ai rencontré un ministre, il m'a renvoyé vers quelqu'un d'autre dans son cabinet pour traiter d'un sujet donné, évidemment, parce qu'il maîtrisait le sujet mieux que le ministre, évidemment. Mais le ministre avait eu le courage de se mettre en avant et de prendre l'initiative et de communiquer, puis ces personnes-là étaient plus discrètes. Voilà, juste simplement les critères. J'ai recruté, j'ai participé dans des cabinets de recrutement, des recrutements d'ingénieurs aussi, en nombre. Et à aucun moment, je n'ai demandé à aucun de ces étudiants de me ramener son bulletin de notes. Je n'ai jamais demandé quelle note il avait eu en maths ou en physique ou en chimie, mais jamais on m'a demandé, je passe par différents postes, à aucun moment on m'a demandé mon bulletin de notes. Mais par contre, on juge ce candidat sur sa capacité à s'intégrer, sa capacité à travailler en équipe, sa capacité à communiquer. Voilà. Ce sont ce que vous appelez les soft skills. Voilà. C'est extrêmement important de savoir résoudre les conflits et bien d'autres choses. Alors, une dernière question, ensuite la parole sera à vous. Non, voilà, je skip ma dernière question. Alors, très rapidement, vous reparlez de formation. On n'est pas en train de parler formation, puis après on arrête de se former, puis on se lance dans sa carrière et c'est fini. Parce que je sais que vous continuez à vous former. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. C'est vrai? Alors, par rapport à la formation continue, peut-être quelques mots.
Je pense que la formation est importante à deux niveaux. D'abord pour se mettre à niveau régulièrement, parce que bon, quand on travaille 5-10 ans, moi dans mon cas ça fait 23 ans, 24 ans que je travaille. Donc c'est hyper important régulièrement de tester que nos connaissances sont encore à jour, que les nouveaux concepts qui sont sur le marché, du nouveau business model, les choses qui se passent, on peut avoir... Il faut qu'on ait une maîtrise théorique et pratique des choses. Donc l'école, c'est un formidable outil. Puis en plus, en termes de motivation, moi, il y a quelques années, j'ai eu envie de me challenger. Parce que régulièrement, en fait, dans ma carrière, enfin, pas dans ma vie, j'ai eu besoin de petits challenges pour garder le moteur, enfin, mettre de l'huile dans le moteur. Donc j'ai commencé au début par des challenges sportifs. J'ai fait de la randonnée, je suis montée au Toubkal, c'est le mont le plus élevé au Maroc, 4000, je ne sais pas combien, là, 4167 exactement. J'ai fait des semi-marathons, j'ai fait un marathon, celui de Londres d'ailleurs, qui est formidable, c'est pour les coureurs, c'est franchement extraordinaire. Et puis après, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, entre guillemets, même si courir un marathon, c'est hyper sérieux. Et je suis allée faire un MBA. Parce que j'avais besoin, d'abord il y a tout ce qui est digital, nouvelles technologies, etc. C'est des choses qui n'existaient pas quand moi j'étais à l'école. Donc j'avais besoin de comprendre les business models, surtout si je dois les appliquer dans mon entreprise, donc pour comprendre leurs fondements. Et puis c'était un formidable outil de motivation aussi pour moi, parce que ça me permettait de souffler, de rencontrer d'autres gens, de voir un peu ce qui se fait dans le monde et d'être en permanence nourri en fait par des choses extérieures. Parce qu'en entreprise, on a quand même souvent tendance à être un peu nombriliste, à être dans notre entreprise avec les mêmes personnes avec lesquelles on travaille. C'est une industrie qui est assez spécifique, etc. Et si on ne s'ouvre pas sur le monde, on peut très vite devenir, comment on va appeler ça ? En fait, notre employabilité, entre guillemets, ou notre capacité de créativité, voilà, on peut devenir obsolescent. Voilà, on peut devenir obsolescent. Donc moi, j'ai adoré faire mon MBA, ça m'a pris 18 mois. Monsieur Berada, sur la formation, continue, quelques mots. Pour ne pas me répéter avec Hind, j'ai envie de répondre à la question de Jihen ou Jihed Jihen, pardon. Jihen me pose la question sur les personnes inspirantes et je pense que c'est aussi des compléments de formation, les personnes inspirantes. Alors j'en ai 3, connus, identifiés, mais je suis un chasseur de personnes inspirantes. Et dès que je peux en voir, et pour moi, Hind est une fille inspirante, que quand on déjeune ensemble de temps en temps à Rabat, elle me donne de bonnes ondes, de bonnes idées, cette envie d'y aller tout le temps. Alors les 3 personnes, d'abord la première, c'est mon premier mentor qui a été mon père, et qui a vraiment été mon tuteur dans le sens où c'était la personne sur laquelle je me suis fixé pour lui ressembler sur certains aspects, et surtout pas lui ressembler sur d'autres. Mon père... Au risque de paraître un peu vieux jeu, j'ai un mentor qui m'accompagne depuis tout le temps, qui est Charles de Gaulle, qui m'accompagne vraiment, que je lis, que je relis, que je me dis qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait dit. C'est mignon. Et le troisième, c'est mon fils. J'ai un garçon qui a 8 ans, et quand j'écris, pour vous répondre à votre question, j'écris une lettre à mon fils, et j'ai commencé par Yacine. J'ai 3 enfants, et c'est lui en particulier, sans que les autres soient jaloux, parce que je compense par ailleurs, mais c'est lui qui m'inspire. Si je mets cher Yacine, la parole et l'écriture se libèrent. Sinon, elle ne se libère pas. Donc, un enfant peut être une source d'inspiration par ce qu'on projette sur lui. Et pour finir sur les gens inspirants, franchement, autour de vous, il y a toujours des femmes et des hommes remarquables qui ont eu un moment de leadership dans leur vie, qui ont eu une parole extraordinaire pendant un moment. Parce qu'on n'est pas leader tout le temps, on n'est pas Superman tout le temps, on n'est pas Superman du tout d'abord. Mais on a des moments de leadership, on a des moments où on peut être grand de cœur, grand par sa générosité, grand par sa bienveillance, grand par sa compassion, par un sourire. Et ces personnes-là sont très inspirantes. Et donc on aura été croquer les moments de leadership chez les personnes inspirantes. Merci Hind. Allez, 2 mots, 2 noms. Personne inspirante. Bon, merci. 2 noms, 2 personnalités. Qui ? Alors, je ne vais pas être très originale. La personne qui m'a le plus inspirée dans ma vie, c'était mon père aussi. Merveilleux. Voilà, j'ai toujours adoré son éthique. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la question de l'éthique, moi, je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire sur l'éthique. C'est mon point de vue. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça vous rattrape dans la vie.
Donc, il faut toujours être in line avec son éthique, sa façon de penser, etc. Si vous n'êtes pas dans cette entreprise, vous serez dans une autre. Il y en a des millions partout dans le monde. Il n'y a aucun problème, surtout pour des gens aussi brillants que vous. Vous n'aurez aucun problème à trouver du boulot. Donc, si l'entreprise dans laquelle vous êtes n'est pas ethically correct, super, c'est forget clair it. au moins. Merci beaucoup, c'est clair. Ça nous libère tous. Respectez votre éthique et vos valeurs. Monsieur, est-ce qu'on peut remettre un micro? Voilà, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, moi c'est Austin. Je suis en 5e année en GB, enfin, génie biochimique. Et du coup, je voulais revenir sur cette idée de trouver du sens à son travail. Et je trouve ça très noble et très courageux, mais en même temps, je trouve que c'est un luxe que beaucoup de personnes n'ont pas forcément. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup tout plaquer, aller en Inde, mais derrière, il faut quand même avoir des moyens, quoi. Et on est tous confrontés à des contraintes financières. On ne vient pas tous des familles aisées. Et donc, moi, je voulais demander sur toi, Int, quels sont vos conseils pour quelqu'un qui, notamment, je pense à beaucoup de Marocains qui viennent pas forcément de familles avec beaucoup de moyens. Comment faire pour avoir le courage à trouver du sens, à donner du sens, et tout quitter et tout commencer? Merci, merci. Je réponds directement. Oui, oui, vous pouvez. Alors, trouver du sens, c'est pas forcément quitter. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ne le faites pas. Hein. Quand il a dit partir en Inde, c'est un luxe qu'il a pu se permettre, mais on n'est pas obligé d'aller en Inde pour trouver du sens. Vous le trouvez autour de vous. Et franchement, le sens... Et en nous. En nous, et oui, justement. À l'intérieur de nous. Le sens, il est en vous. Il est dans ce que vous... dans votre projection du monde, de la vie, la chance en plus que vous avez aujourd'hui, que nous n'avions pas à une certaine époque, c'est que les entreprises aujourd'hui, elles ne sont pas binaires, elles ne sont pas juste je gagne de l'argent ou je suis une entreprise citoyenne, etc. Ils ont compris que cette dichotomie ne pouvait plus exister. Donc la plupart des entreprises aujourd'hui font un travail sur elles-mêmes pour être en même temps des entreprises performantes, rentables, etc., mais en même temps des entreprises citoyennes, RSE, qui respectent l'environnement, qui respectent les droits, etc. Donc en tout cas, la trajectoire est là. Et vous pouvez, en fait, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre le curseur de votre vie, ce que vous aurez envie de faire. Alors moi, je sais que à moyen terme, j'aimerais faire de l'humanitaire à 100%. L'humanitaire, c'est-à-dire travailler, monter une association. Enfin, j'ai déjà une association, peut-être faire grandir celle-là ou monter une autre. Mais j'aimerais que, si j'ai encore du souffle, si Dieu m'en prête vie, que je puisse faire un peu plus de travail humanitaire que ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai adoré, ça me motive. C'est-à-dire que le regard, c'est même pas le regard, c'est la petite goutte, parce qu'on est une goutte dans un océan. Cette goutte qu'on peut apporter, que je peux apporter en fait à des gens qui sont en souffrance, m'apporte un plaisir immense que ne m'apporte pas un salaire. Donc après, ça dépend effectivement de vos conditions, ça dépend de vos envies. Il y a des gens qui se contentent de rien et qui partent en mission humanitaire en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, etc. Parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire de leur vie et qui s'en fichent de leur confort matériel. Il y a d'autres gens qui ont envie de gagner beaucoup d'argent, ils vont aller travailler chez Apple ou Google ou je ne sais pas quoi, des nuits entières. Et puis voilà. Donc après, franchement, c'est quelque chose d'extrêmement personnel et il est en vous. C'est pas quelque chose que vous pouvez prendre de quelqu'un d'autre. C'est cette recherche interne du sens que vous voulez donner à votre vie, ce qui vous motive, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous fait rêver. Merci Mohamed. Très rapidement, je pense que votre siècle, le 21e siècle, est un siècle qui est beaucoup plus... qui permet peut-être de faire une carrière professionnelle avec du sens plus que le siècle dernier. On était dans un siècle où il y avait beaucoup moins d'automatisation, donc beaucoup de gens faisaient des tâches très répétitives, qu'elles soient dans les services, dans le public ou les ingénieurs. Mais le 21e siècle est le siècle de l'entreprise sociale, dans lequel il y a de plus en plus de business social qui vont se développer, dans lequel on peut développer des entreprises dans lesquelles on a une double bottom line. On a la bottom line sociale et le PNL social et le PNL financier. Même dans les entreprises conventionnelles et traditionnelles, moi j'ai un ami qui était talent manager chez Dell pendant longtemps au Maroc et il formait au leadership toutes les équipes de la région MENA. Et il était très épanoui dans ce qu'il faisait parce qu'il avait du sens, il trouvait du sens dans ce qu'il faisait dans une entreprise conventionnelle. Et puis donc je pense que vraiment,
si on souhaite absolument être millionnaire très, très vite, je ne pense pas qu'on puisse faire donner du sens. Mais si on veut donner du sens, il y a aujourd'hui dans ce siècle, dans le monde, beaucoup d'opportunités pour avoir du travail qui fait sens. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un formidable outil pour donner du sens. L'entrepreneuriat, ça vous permet de ne pas être prisonnier d'une entreprise, etc. Et c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Où est-ce que vous voulez le faire aujourd'hui en France, aux États-Unis, plus qu'au Maroc? Il y a plein de fonds d'amorçage, etc., qui permettent à des jeunes entrepreneurs de monter leur entreprise, de prendre des risques et puis de passer d'une étape à l'autre de votre entreprise en fonction de son développement. Je pense que vous avez largement, franchement, les outils qu'il faut en France pour que vous puissiez, de rien du tout, en fait, d'une idée, de 2-3 copains, faire un POC, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, MVP, Minimum Viable Product, le vendre à un premier fonds d'investissement, un deuxième, un troisième. Là, je vois, je ne sais pas si vous avez vu Carême, vous connaissez Carême, c'est l'entreprise, c'est l'équivalent de Uber au Moyen-Orient. C'est 2 jeunes qui ont démarré, ils viennent de vendre hier à 3 milliards, 3,1 ou 3,2 milliards de dollars à Uber. 2 jeunes, voilà, qui ont décidé, ils avaient installé, c'est juste incroyable, c'est-à-dire que votre aire, elle est juste incroyable, elle vous permet de tout faire, beaucoup plus que nous. Donc juste faites-vous plaisir et réfléchissez à ce que vous aimez, vous allez trouver le moyen de le faire, j'en suis sûr. Et si je peux me permettre, il ne faut pas opposer valeur à gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent et je souhaite que vous en gagnerez. Vous donnez-vous le temps de la gagner et ce n'est pas forcément éthique. Après, ce que vous en faites, c'est autre chose. Il y en a un qui s'était marié par amour. Son ami lui dit oh, vraiment, tu t'es marié par amour? Il dit j'aime l'argent. Et donc, vous avez le droit d'aimer, gagner de l'argent aussi, ce n'est pas interdit. D'autres interventions, s'il vous plaît, des questions? Alors, mademoiselle. Comment je vais faire? Ah, d'accord. Oui. Ah, pardon. Quelqu'un avait le micro. D'accord, parfait. Si je peux me permettre. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, je remercie c'est Mohamed Barrada pour l'introduction tout à l'heure et aussi pour m'avoir primé Tariq Ibn Ziyad d'initiative en 2015. Donc, comme vous pouvez le savoir, il y a Steven Said qui m'a demandé d'intervenir au sujet. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu le défi que j'ai fait en 2014 d'avoir allié les continents à la nage. Et j'avais un parcours sportif où je voulais réussir dans le sport. Peu importe le sport, mais je voulais réussir. J'avais commencé à faire du judo, du football, j'ai fait des tests au Real Madrid, j'ai pas été pris, j'ai fait du rugby en première division en Espagne, je suis allé en France, je suis arrivé en fédéral, ça n'a pas marché et j'ai réussi au rugby. Mais grâce à la formation ensuite en parallèle, j'avais des activités, donc une formation aussi académique, un bac+5 en économie-gestion. Et après la formation que j'ai réalisée à la Harvard Kennedy School, je suis maintenant à la tête de You First Sport, qui est une multinationale de marketing sportif, présente dans 15 pays. Donc c'est très important de continuer à aller de l'avant malgré que on a eu plusieurs échecs. Donc il y a eu un livre aussi que j'ai écrit qui s'appelle La force de l'échec, où je raconte mes différentes péripéties pour revenir à ça. Et je voulais rebondir sur la question de comment commencer alors qu'on n'a pas envie de tout lâcher, la question qu'a posée le jeune homme là-bas. Je voulais te dire qu'en fait, moi, lorsque j'ai commencé cette expédition de rallier les continents à la nage en 2014, j'ai commencé à la faire alors qu'il fallait demander des autorisations dans les pays, on va dire, j'arrivais de façon très peu conventionnelle, j'arrivais à la nage, j'arrivais ni dans un port, ni dans un aéroport, 8h30 de nage entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite et d'autres traversées. Mais j'ai commencé à faire cette expédition alors que je n'avais pas le sponsoring pour la finir. J'avais 2-3 sponsors qui m'avaient soutenu pour commencer. Et parce que j'ai commencé, parce que je me suis jeté à la piscine, on va dire, alors qu'il n'y avait pas d'eau, la piscine a commencé à se remplir petit à petit. Donc il y a Arsène Zemo, en fait, il y a cette histoire d'aller de l'avant. Et le plus important, parce que c'est le témoignage qu'on m'a demandé de faire, c'est faire les choses sans pression. Il y a un exemple qui est pris dans la philosophie asiatique, je pense que Sibrada est familier avec cela. C'est si on prend une finale des Jeux Olympiques du tir à l'arc et on demande aux 7 premiers ce qu'ils espèrent atteindre la cible. Eh ben, les 7 premiers vont dire bien sûr que je veux atteindre la cible, je suis en finale des Jeux Olympiques. Or le 8e, quand vous lui posez la question, il vous dit non, je ne veux pas atteindre la cible. Tout ce que je veux, c'est bien viser. Et là, vous comprenez qu'il y en a 7, la flèche elle n'est pas encore partie, qui sont dans un moment futur. Alors que le 8e, il fait ce qu'il a envie de faire, il est dans un moment présent, et il fait les choses sans stress. Vous savez, lorsque j'ai nagé 4h30 alors qu'il y avait un requin autour de moi pendant 15 minutes, lorsque je suis arrivé dans les eaux territoriales saoudiennes,
C'est le fait de penser à chaque mouvement de bras, d'être en adéquation avec mon corps, d'être en synergie totale avec la mer, me dire que j'avais 1000 mètres de profondeur et que j'avais une faune et une flore extraordinaires qui passaient en dessous de moi. C'est ce qui m'a permis de déconnecter. C'est m'accrocher à ces valeurs de pourquoi je fais ça. J'ai fait ça d'abord pour moi, parce que si on ne fait pas les choses pour soi, on n'y arrivera pas. Deuxième chose, je les ai fait pour ma famille. J'ai pensé à ma femme, à mon fils. Troisième chose, à mon pays. C'était très important d'inscrire le nom du Maroc dans ce cercle très fermé des nageurs à avoir fait ce défi-là. On est 4 au monde à l'avoir fait. Et cinquièmement, pour une cause. Vous avez parlé de cause tout à l'heure. C'est important de rallier cette cause associative qui était celui de la protection de l'environnement. J'ai eu le soutien de son Altesse Royale, la Princesse El Hasna, donc président de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Et partout où je suis allé dans le monde, on a nettoyé des plages avec les enfants en Alaska, en Indonésie, en Turquie. Par la suite, il y a eu aussi ce défi de courir 295 km en 168 heures sur 7 continents, du pôle sud jusqu'en Australie. On a planté des arbres avec les enfants au Chili, en Australie. Donc c'est toujours important cela. Voilà, c'était juste un petit témoignage pour te dire, si tu veux faire quelque chose, avance, les choses viendront. C'est vraiment la loi d'attraction. Et donc, merci pour ce beau témoignage. Merci. Bravo, bravo, bravo. Et je tiens à saluer la présence parmi nous de M. Sijl Massi, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, qui nous fait l'honneur de sa présence. Il a été secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée pendant de nombreuses années. Un monsieur qu'on aime beaucoup. Voilà. Et je ne vais pas citer tout le nom des personnalités présentes. Heureux de vous avoir. Alors, oui, mademoiselle, monsieur. Aminata, 5e année à l'INSA de Toulouse aussi. Je retiens de vos propos que pour être leader, il faut atteindre un certain niveau de maturité. Et est-ce que vous voulez dire que pour atteindre ce niveau de maturité, il faut arriver à un moment où on arrête de vouloir réussir dans la vie et qu'on décide de vouloir réussir sa vie? Oh, c'est bien dit, c'est joliment dit. Est-ce qu'à un moment, allez-y. Alors, je n'ai pas dit que pour être leader, il fallait atteindre un certain niveau de maturité. Non, j'ai dit que d'ailleurs, j'ai dit que le leadership était au quotidien et qu'on pouvait l'avoir à un âge très, très jeune, à mon sens, parce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans notre quotidien. Ce que j'ai dit, c'est à un moment, il faut qu'on cherche le sens en fait de notre vie. Quand le break ou le point d'inflexion, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais à un moment, il y a d'ailleurs dans nos 2 expériences, on a eu un moment d'une carrière technique où on cherchait des super boulots, des super belles boîtes, etc. Donc on a appris plein de choses. Et à un moment, on a eu un déclic où on a cherché du sens. On s'est dit, on veut travailler avec quelque chose qui nous donne du sens et qui apporte en fait une pierre à l'édifice de ce qu'on a envie de faire. Donc le travail fait partie, nous aide en fait à construire cette quête de sens. C'était dans ce sens-là que je l'ai dit. Et ça demande un peu de maturation et un peu de maturité. Oui. Aminata, oui, je pense que j'ai laissé sous-entendre qu'il fallait avoir un peu de maturité pour le leadership. Dans mon cas, ça a été le cas. Ça veut dire qu'au départ, j'étais vraiment le nez dans le guidon. C'était ma carrière, ma vie, mes compétences, mon couple, etc. Et après, je pense que j'ai goûté à quelque chose d'autre qui a fait que ma quête de sens s'est déportée sur les autres. J'ai goûté le bonheur, et c'est bon d'être heureux, de se faire plaisir, d'avoir de bonnes sensations sur le corps, des rayons de soleil, un bon repas, etc. Mais rendre les autres heureux, c'est infiniment plus bon, gratifiant, mais tout simplement bon que de se rendre heureux. Et quand on a goûté à ce bonheur indicible, on devient addict et on a envie d'en faire plus. Beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu as quitté le groupe privé dans lequel tu pouvais développer quelques dizaines ou centaines d'emplois? Pourquoi tu vas à la fonction publique faire 3h30 de navette tous les jours, etc. Parce que j'ai le sentiment que je peux aider, rendre heureux des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes Marocains qui n'ont pas eu ma chance et celle de Hind d'être des enfants bien nés. Parce que dans la montagne, dans le rural, il y a un jeune ou une jeune fille, un jeune homme qui avait -3 ou -4 dans sa vue. Il avait un défaut de vision. Et donc, comme il était au 4e ou 5e rang, il n'a pas pu suivre l'instituteur. Et donc, il est devenu analphabète avec le temps.
alors qu'il a un QI peut-être supérieur au vôtre. Et des petits jeunes enfants comme ça, ou une jeune fille qui a eu une otite et qui est morte d'une otite dans son village. Parce que le Maroc est un pays, néanmoins un pays pauvre, dans lequel il y a 60% de gens qui vivent dans les villes, mais il y a aussi des gens qui vivent dans le rural. Donc il y a beaucoup de jeunes Marocains et Marocaines qui vivent qui ne sont pas nés dans de bonnes conditions. Mais si on leur offre de belles capacités, si on leur offre des échelles pour grimper en haut de l'échelle sociale, pas financièrement, mais qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils aient accès au bonheur, c'est fabuleux. Imaginez que Hind et moi et Yossar arrivions à construire des échelles à des dizaines de milliers, que dis-je, de centaines de milliers de Marocains, pour qu'ils puissent accéder non pas à la fortune ou à l'argent ou au confort matériel, mais à la réalisation de soi. En disant, je suis ouvrier, ou je suis astronaute, ou je suis médecin, ou je suis mère de famille, mais je suis heureux. Et je pense que ça, quand on est dans la fonction publique, on a la possibilité d'avoir de l'impact. Et tout reste à faire. Vous avez un potentiel de bienfait, et un potentiel de nuisance aussi, mais être dans cette posture de rendre beaucoup de gens heureux, que c'est bon. Maintenant, il faut courir, se battre tous les jours pour y arriver. Merci, merci, merci. Merci. Benani, président de l'association Ensemble pour Entreprendre. Merveilleux. Merci. Enchanté, monsieur. Depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé du tout de compétences techniques ou de savoir. On a parlé beaucoup plus de savoir-être, des soft skills. C'est-à-dire, vous avez commencé à apprendre à communiquer après l'école. Et beaucoup de gens apprennent à se connaître, avoir confiance ou ne pas avoir confiance, etc. Avoir une pensée critique, un esprit social, un esprit créatif, un esprit innovant, etc. Après l'école. Et c'est là la question qui m'intrigue. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école alors, si on ne fait pas ça? C'est l'enseignement de l'entrepreneuriat, vous avez parlé d'entrepreneuriat, à l'école, depuis le préscolaire jusqu'à l'université, en passant par le scolaire et le professionnel, d'accord, l'entrepreneuriat est la pièce maîtresse de tout enseignement moderne. Mais on ne le fait pas. Et je m'adresse à Sebarad pour lui dire, ça fait 10 ans, depuis 2009, que je me bats pour que la culture entrepreneuriale soit un cours obligatoire pour tous les étudiants. Je suis arrivé, mais après, on l'a rendu facultatif. Je me bats toujours, et jusqu'à aujourd'hui, et maintenant je me rends compte que tout seul, en tant qu'enseignant, et avec les autres enseignants, je n'arriverai pas si on ne travaille pas ensemble, et c'est pour cela que j'ai appelé l'association Ensemble, c'est-à-dire ensemble, la communauté académique et la communauté socio-économique. Parce qu'on a besoin des deux composantes. Voilà. Merci, merci. Et continuez à vous battre. Bien évidemment. Si Benani, il y a Hind qui voulait vous répondre. Ça ne vous dérange pas qu'elle vous réponde? Tu veux toujours? Je ne vais pas répondre au nom du Maroc, parce que je n'ai pas de légitimité pour, mais je pense qu'au niveau des écoles, on est obligé d'avoir une formation technique, parce que sinon on ne peut pas avoir de la valeur, on ne peut pas avoir même de la confiance. Ça construit la confiance en soi. Quand on a une compétence technique, c'est extrêmement important, c'est le tremplin en fait pour pouvoir après se construire. Maintenant, cette compétence technique, de plus en plus, elle ne sera pas suffisante. Et je vais encore vous parler de robots, je suis désolée. J'avais vu une interview de Jack Ma qui était super intéressante, et en fait il disait de plus en plus il va falloir que les jeunes étudiants ou l'école en fait se concentre sur l'intelligence sociale des individus, enfin des étudiants, parce que les robots feront les choses techniques beaucoup mieux que les humains, à une vitesse plus importante, à un coût moindre, et donc bon, on continue à avoir besoin évidemment des compétences techniques. Vous avez très bien fait d'avoir choisi un parcours d'ingénieur, mais je pense qu'effectivement, et de plus en plus ça sera obligatoire, il faut que les humains apprennent à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Et donc toute cette intelligence émotionnelle, intelligence sociale, toutes ces compétences soft skills vont devenir en fait le vrai enjeu ou la vraie différenciation dans les recrutements et pour les années à venir. Donc, merci.
Merci. Bien sûr, certainement. Concernant la formation à l'entrepreneuriat, oui, il y a l'association en fait, Injaz, conduite par Abed Endeloussi. C'est pas l'école. Non, c'est pas l'école. Mais c'est déjà bien qu'il y ait une association, d'accord, qui cherche les gens, qui les forme pour aller former les étudiants. C'est plus Abed Endeloussi. Le Mabqash, hein. C'est Madame. Oui. Merci pour ce complément d'information. Bonjour, je m'appelle Nassia Venzo, je suis aussi en 5e année à l'INSA de Toulouse. Et moi, je tique à chaque fois sur le mot leadership. Alors, voyez-vous, je suis dans le secteur du génie civil et en tant que conduite de travaux, peut-être plus tard, être leadership, c'est peut-être pas la meilleure solution dans ce secteur. On me dit toujours que il faut que les personnes travaillent pour moi et non... non, excusez-moi. Il faut que les personnes travaillent avec moi et non pour moi. Et pour moi, le leadership, c'est les gens, ils travaillent pour moi. Ils me poussent vers le haut. Et je voulais savoir si vous pouvez me donner une définition sur ça. Merci. Oui, très clair. Votre prénom, c'est Nassia. Alors, je vais me faire un plaisir de vous répondre parce que je suis ancien promoteur immobilier. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur les chantiers et notamment sur un projet qui s'appelle les tours végétales, qui était très compliqué à réaliser. Et Dieu sait que le leadership était important parce qu'il ne s'agissait pas de travailler pour le promoteur, pour que le promoteur se fasse plus d'argent. Ce n'est pas en tout cas le discours qu'on tenait. On était en train de faire un ouvrage qui était assez singulier, qui était assez inédit dans la région. Nous avions des personnes qui allaient vivre dans ces appartements, qu'il s'agissait de rendre heureux, qui devaient bien vivre. Donc il fallait bien les concevoir dans les phases de conception, mais il fallait bien les exécuter, veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème après, pour qu'il y ait des problèmes d'étanchéité, etc. Donc quand on est promoteur et qu'on travaille sur un chantier, je pense que vraiment, soit effectivement on souligne qu'on le fait pour le business et qu'on a une marge, un TRI, un ROI, et on ne parle que de ça, et je peux vous dire que les gens seront frustrés, et s'ils vous diront, bah, si c'est pour qu'il se fasse plus d'argent, ben on s'en fout. Soit vous donnez du sens à vos chefs de chantier, à vos entreprises, à vos corps de métier, pour raconter une histoire. Et là, on racontait une histoire pendant longtemps. Et en fait, je pense que le leadership, c'est l'art, c'est du storytelling. C'est l'art de raconter à chaque fois une histoire. Hassan nous a raconté une belle histoire parce qu'il a su la mettre en musique. Mais donc, je pense que le leadership, sincèrement, c'est le fait de juste d'avoir les bons mots pour dépasser pour créer des communautés, pour créer un sentiment de communauté. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une juxtaposition d'entreprise sur un chantier, mais qu'il y ait un esprit dans la réunion de chantier. Mais il y a un esprit, on raconte des blagues, on avance, on fait travailler des entreprises pendant les week-ends s'il le faut, etc. Donc, non, pour l'avoir vécu, dans le génie civil, le leadership est très utile. Donc, leadership ne veut pas forcément dire qu'il y a une hiérarchie et que l'autorité est exercée d'une façon abusive, ou c'est pas dans ce sens. Du management. Absolument pas. Qui peut avoir différents styles. Absolument pas. Ce n'est pas du management. Alors, absolument pas. Alors, s'il vous plaît, quelques éclaircissements. Alors, le management est une technique, alors que le leadership est un art que tu vas illustrer. Je parle de la technique, tu parles de l'art. Le management, c'est l'atteinte d'un objectif fixé, qui est construire un immeuble dans un délai contraint, dans un budget contraint, avec des ressources contraintes. Et le manager a comme métier de répondre à cet objectif sous contrainte. Que les équipes arrivent au bout dégoûtées ou très heureuses, lui, il atteint son objectif. Et maintenant, le leader, il fait quoi ? Le leader, il donne un sens. Il leur dit justement, nous allons construire un immeuble où les gens vont être heureux d'habiter, qui va apporter... Qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter du bien-être et il va résoudre un problème de logement pour des familles. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure.
En fait, les gens, ils ne vous suivront pas pour la manière dont vous faites les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment s'en rappeler. Ils vont vous suivre pour pourquoi vous faites les choses, pas la manière dans laquelle vous les faites. Donc si vous arrivez à trouver le pourquoi vous faites les choses, vous allez pouvoir embarquer qui vous voulez sur n'importe quelle histoire. C'est exactement du storytelling et c'est la façon de trouver... Il faut que vous trouviez le why, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la et sans manipulation. Non, on parle pas de manipulation. C'est pas de la manipulation. C'est d'aller en fait, c'est aller un peu plus en profondeur dans l'analyse pour comprendre pourquoi vous faites les choses. Et une fois que vous avez compris, et ben en fait, le pourquoi vous faites les choses, il agit sur la partie plaisir du cerveau et il apporte en fait la réaction, la réponse. Alors que cela veut dire qu'il y a différentes sortes de leadership, du coup. Bien sûr, il y a plusieurs formes de leadership. Pour rester dans le génie civil, quand vous finissez une première tour végétale, il ne faut pas oublier que vous en avez peut-être une deuxième tranche ou une troisième à faire. Donc vous devez garder les mêmes équipes, motivées, et que vous dites « j'ai hâte de retravailler avec vous ». Le manager sec, c'est celui qui va atteindre l'objectif, mais ses équipes sont indifférentes, elles ne veulent pas continuer ou pas, ou surtout le fuir. Par contre, le leader, c'est le gars qu'on veut encore suivre. Alors, à quand la prochaine bataille? À quand le prochain défi? Je vais donner l'exemple d'un leader très connu qui est Dr Martin Luther King. À son époque, il n'y avait pas d'Internet. Les gens n'avaient aucun moyen en fait, d'échanger, de communiquer. Il a quand même réussi à regrouper à peu près 250 000 ou je ne sais pas combien de personnes, je ne sais plus le chiffre en tête exactement, en plein mois d'août, qui sont venus de partout dans le monde des États-Unis pour l'écouter à une date fixe. Ils étaient là à l'heure fixe, à la date fixe. Il n'a pas envoyé de faire-part, il n'a pas appelé les gens au téléphone et il ne leur a pas envoyé un email. Mais en fait, les gens étaient là pour eux parce qu'il ne leur a pas dit « I have a plan », il leur a dit « I have a dream ». Donc en fait, il leur a expliqué, et pourtant certaines de ces idées ne sont pas incroyables. Certains sont top, certaines, quand vous les regardez, elles ne sont pas géniales. Mais le fait de communiquer sur son rêve, I have a dream, les gens, ils se sont retrouvés et les gens sont venus pour lui, enfin pour eux. Ils ne sont même pas venus pour lui, ils sont venus pour eux. Parce qu'en fait, il leur a donné du sens. Et ce dream, ils allaient pouvoir se l'approprier et ça allait devenir le leur. Donc, dans votre façon de faire, cherchez toujours le sens. Cherchez pourquoi je fais ça, pas comment je vais le faire. Comment c'est technique, c'est facile, vous trouverez les solutions. Même, vous pouvez trouver des solutions sur Internet pour faire n'importe quoi. Mais comment le faire et embarquer des gens, pourquoi le faire et embarquer des gens avec vous, ça c'est plus compliqué. C'est sur ça qu'il faut travailler, je pense. Merci. Oui, oui. Merci. Super. Alors, justement, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Hassan. Alors, Hassan, j'aimerais vraiment te remercier. Je me présenterai 2 secondes après, mais bon. Il a parlé de commencer sans pression. Et depuis tout à l'heure, je cherchais une phrase qui va en quelque sorte vous représenter. Vous êtes des étudiants, vous avez déjà réussi. En ce qui me concerne, je trouve que vous avez très bien réussi déjà. Mais Hassan a parlé de commencer sans pression. Parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression. Si à votre niveau de carrière, il faut avoir zéro souci. En tout cas, nous, je suis un INSA-lien, je suis un INSA de Lyon 94. Et je ne sais pas ce qui se passe avec cette génération, mais on n'avait pas de souci. On était content d'être en 5e année. On avait réussi les DS, les TP, tout ça. On était en train de look forward au lieu de se poser des questions et être stressed. Vraiment, en tout cas, c'est le takeaway que je prends de cette... J'espère avoir l'occasion de vous voir demain, mais je profite de cette occasion pour vous dire, tout simplement, je partage avec vous le sentiment que j'ai. You are too stressed. Vraiment, just enjoy it. Nous sommes, en tout cas en 94, quand j'ai terminé l'INSA, j'étais très heureux d'être là, toujours avec mes copains. 5 ans sur un campus, c'est une vie. Hein. On arrive, on a 17 ans, on part, on a 22 ans. On a appris énormément de choses. On a eu la chance d'avoir de super profs, de super labs, which is the case still, right? C'est toujours le cas, non? Encore mieux, hein, le classement de l'INSA est en train d'évoluer comme une rocket. C'est magnifique. Oh, c'est bien. C'est déjà ça dans la poche, non? Right? Ne vous posez pas trop de questions. I'm sorry to be so direct, mais quand j'ai commencé, moi, en 94, I was not clear. Je ne savais vraiment pas ce qui va m'arriver, quoi. Je savais que j'étais diplômé de l'INSA, je fais 3 ans d'informatique. Okay. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, en 94, je ne pensais même pas à emploi, parce que pour ceux qui... Some of you are
old enough to know, en 94, il n'y avait pas d'emploi en France. I'm sorry, je voulais rester un peu en France, mais c'était tellement dur. Je suis parti au sud de la France, j'étais avec une copine, on vivait ensemble, tranquille, pas de soucis. I've just succeeded 5 years of my life, ok? Et je vais avoir des soucis. Il faut être zen, parce que la vie, je ne sais pas ce qui vous attend. Hein. On n'a aucune idée de ce qui nous attend. All right? Just be yourself, be happy. Vous êtes en train de finir votre PFE, vous êtes en programme, maintenant vous l'appelez apprentissage, I don't know. Le cadre, vous êtes dans un cadre sympa. Ce que j'ai retenu, c'est que vous êtes 50% dans une entreprise. C'est déjà excellent, parce que vous avez déjà une idée de ce que c'est qu'une entreprise. Ce n'est pas ceux qui sont dans un lab en PFE ou qui n'ont même pas eu l'occasion d'avoir un PFE qui débarquent, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Hein. So, my advice to you, c'est quoi? C'est take it easy, d'accord? Vous avez une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je viens de finir hier, c'est pas pour me là, you know, c'est vraiment le cas. Hein. Hier, à 2h du matin, j'ai fini le bouquin, là, vous devez connaître, l'intelligence artificielle va-t-il tuer la démocratie, de Jean-François Copé et de Laurent Alexandre. Un super bouquin, by the way. Vous devez le lire parce que c'est votre génération. Ça ne parle pas de nous, ça parle de vous, by the way. On est en train juste d'essayer, d'ailleurs, je l'ai entendu tout à l'heure, catch up with you guys. Vous êtes trop fast. C'est pour ça que vous refusez même d'avoir peut-être des boss parce que vous en avez marre de quelqu'un, vous ne pouvez pas attendre. Vous êtes dans le feedback rapide, il faut que ça, je poste une photo, il me faut 1000 commentaires, sinon je me sens mal, Ça, c'est vous. Okay? Donc, on ne peut pas vous guider sur ce que va être votre carrière path, etc. Parce que je vais vous dire une chose, il va être très différent d'une autre. Et j'espère que ça va l'être parce que, bon, il faut qu'on aille de l'avant, n'est-ce pas? Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est en tant qu'ancien, et là, je me suis identifié à la question qui a été posée tout à l'heure, si on n'a pas les moyens, etc. Moi, je n'avais pas de moyens. I was lucky enough to find myself à Lyon en 89. J'ai eu mon bac, ok, les notes c'était bonnes, etc. Ce monsieur m'a accepté, thank you very much. All right. C'est vrai. On était 6, 3 années probatoires. Bon, à Lyon, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Toulouse, mais à Lyon, la première année, bon, il faut réussir la première année, on ne peut pas redoubler, donc on s'est retrouvés 3. Okay. Nous sommes maintenant 3. Il y a un qui est un vice-président, je ne sais pas quoi, chez Procter, au Singapour, je ne sais pas où, il est toujours dans les avions. Et quand je le connaissais, il était souvent à la cafette au bar. Donc, a priori, ce n'était pas le bâtiment H, ce n'était pas vraiment his destiny, you know, mais he's a very smart guy. Okay, il a réussi, etc. Il y a un qui est directeur général d'une banque locale, okay, informaticien, and myself. J'aurai l'occasion, j'espère pouvoir partager avec vous my career, which I think I got so lucky, alors que j'étais zéro souci. I got so lucky. À 29 ans, j'étais directeur général d'une grande multinationale Afrique. All right. Mais je n'avais aucune idée, moi, en 94, j'allais avoir ça. Tout ce que je voulais faire, c'est enjoy my time. By the way, quand je suis rentré, la seule chose que je vais partager avec vous, je vais m'arrêter parce que I couldn't stop, parce que j'ai senti qu'il y avait un souci, qu'on se pose trop de questions. Et puis, my leadership style, should it be this or this? Who knows? I don't know you. It depends on how you are. Really, ça dépend. Je ne sais pas, on est 56 personnes, il y a 50 leaders. I know you are all leaders. Parce que vous ne pouvez pas arriver à ce stade si vous n'avez pas quelque chose inside you. Impossible. Ne serait-ce que toi, devant un DS, devant un challenge, devant un prof, devant un... You have to solve problems, and I'm sure you all did. Okay? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Une petite partie de ma carrière. C'est très simple. En l'espace d'un mois, j'étais à la Défense. J'ai été admis par KPMG Peter Marwick. À l'époque, il y avait Big Four, Big Five, I think now they are Big Four or something, les cabinets de conseil. Je rentrais à Aix-en-Provence parce que c'est là que je vivais avec ma copine tranquille. Hein. Moi, j'ai pas de problème. J'ai fait les 4 entretiens, on m'a appelé. C'est pas le TGV Atlantique, c'est pas comme on l'appelle aujourd'hui. Tout ça, je l'ai fait, non? Ok. On me dit, oui, monsieur Taj, je pense qu'il y a un problème. Alors que c'était très, très, très difficile d'être accepté. Hein. On s'est rendu compte que vous n'êtes pas français. Parce qu'à l'époque, j'avais un meilleur accent que celui-là, parce que j'étais fully integrated. Really, hein, avec le temps, en plus avec l'américain, tout ce que j'ai fait après, vous allez tout savoir demain, on perd toutes les langues et tous les accents. Don't worry, be happy. Thank you. Thank you, Tiz. By the way, I got an opportunity to meet this guy, I don't know, 15 or 20 years ago. Mission Entreprendre. He's a very famous guy, by the way, in Morocco, this guy. He was on TV for 20 years, so everybody knows him.
Et je dis pourquoi? On me dit parce que, en fait, votre première mission, votre premier projet longue durée, c'était chez Dassault Électronique. Et vous ne pouvez pas, hein, c'est la défense française. You have to be French. OK. 2 days later, j'ai pris ma Renault 5 que j'ai acheté dans un jardin, je me rappelle très bien, chez un jeune, une 5 pourrie. Hein. J'ai acheté, je ne sais plus, à l'époque, il n'y avait même pas d'euros. De quelle couleur? Grise. Il vous taquine, là, il vous taquine. 3 portes. Je me souviens très bien. J'ai fait 7 Tanger, j'ai pris le bateau. Une minute pour conclure. Sorry. Une minute. Et 1 mois plus tard, je reçois un appel et ma carrière a commencé. J'avais aucune idée. Mais j'étais cool, d'accord? Donc, if I have to leave you with something, vous serez tous différents, d'accord? Et j'espère que ce programme va vous permettre justement de se développer de petit à petit. Vous avez toute la vie devant vous, d'accord? Mais j'apprécie les intervenants parce qu'ils ont essayé de vous approcher d'une manière très ludique à ce que c'est une vraie vie. Il y a une vie, hein, ce n'est pas des gens qui sont arrivés ici par hasard. Ils ont vécu, ils ont eu des échecs, etc. Et on essaie juste de partager ça avec vous. Donc, be happy, we'll see you tomorrow. Merci. Alors, allez, 2 petits mots de conclusion. Merci beaucoup pour votre témoignage. Juste un petit mot, merci d'avoir parlé de la pression. Oui. Je vais juste parler du rapport à l'échec et à la mise en danger. Quand Hassan me parlait tout à l'heure de ses exploits, je dis mais qu'est-ce qu'il est fou aller se baigner dans le golfe Persique avec des requins qui lui tournent autour. Il n'y avait vraiment rien à faire. De la même manière, quand mes amis ont appris que j'allais travailler pour le gouvernement, et que j'allais travailler sur l'emploi des jeunes, on me dit mais franchement, tu n'as pas trouvé un truc un peu moins casse-gueule, là, tu as 95% de chance de te planter. Il me dit bon, à la rigueur, tu mets conseiller du chef de gouvernement, tu dis pas sur quoi tu travailles, comme ça, si tu te plantes, au moins, on ne saura pas. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que je suis quelqu'un qui va au-devant des échecs. Vraiment. Je vais chercher les échecs. Parce que c'est dans l'épreuve que De Gaulle a émergé. Et c'est dans l'épreuve qu'on peut donner l'occasion d'apprendre et d'avancer. Donc pareil, à chaque fois que je vais vers un échec, je me dis je vais me mettre à l'épreuve et on va voir ce que j'ai dans le ventre. Et c'est une aventure. Je ne me mets jamais en danger, je me suis jamais tué. Mais disons que n'ayez pas peur de vous tromper. Parce qu'au pire, à chaque fois, au pire, est-ce que toi, j'ai l'impression que toi aussi, tu es un peu casse-gueule, non? Un petit peu, ouais, un petit peu casse-gueule, mais en fait, un de mes traits de caractère, je pense, qui est intéressant, que j'aimerais partager avec vous, dont je vous ai parlé, c'est la persévérance. C'est-à-dire que même si on échoue, c'est pas grave. Franchement, c'est vraiment pas grave du tout. Au contraire, on apprend de ces échecs. Il y a un adage en anglais, il dit c'est either we win or we learn. Donc c'est soit on gagne, soit on apprend. Et donc si on transforme en permanence l'échec par un apprentissage, c'est formidable en fait pour vous construire. Merveilleux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup pour votre... Ah, il y a encore une question ici, excusez-moi. On m'entend? Ouais. Merci beaucoup pour votre conférence. Je vais juste poser une petite question qui, moi, me taraude personnellement. Je n'ai même pas parlé pour mes amis toulousains, mes homologues toulousains, mais je sais que, pour moi, je suis un étudiant de l'INSA Romet, je suis en 4e année, ingénieur énergétique et environnemental, à Fès. La question, ce serait, je remarque une défiance qui est déjà mienne et de celle de mes amis vis-à-vis du monde de l'entreprise qu'on perçoit comme ultra concurrentiel, et qu'on sent qu'il y a une certaine hostilité, une pression qui justement ne favorise pas un environnement où on peut mettre en avant l'humain comme vous le préconisez. Et quand bien même ces entreprises essaient d'évoluer, les gens qui m'entourent se méfient de cette évolution et la voient plutôt comme un loup qui s'habille en agneau. En gros, c'est de la com, que les choses ne changent pas vraiment et qu'ils savent que ce qui importe, c'est le profit et pas tellement l'humain. Comment je fais, moi, en tant que leader potentiel, pour essayer de leader des gens qui se méfient potentiellement de moi parce que je suis hiérarchiquement plus haut qu'eux et que donc je suis le dépositaire d'une structure qui peut potentiellement les écraser pour faire du profit. Comment je fais pour aborder des gens qui, de prime abord, sont dans une position défensive? Parce que je peux venir armer des meilleures intentions du monde. S'ils pensent que moi je suis là pour les presser comme des citrons, ils ne me feront jamais confiance. Moi, je pense... Vous avez raison, les entreprises sont des presse-citrons. Donc c'est pas
pas une impression, c'est une réalité. Maintenant, de plus en plus d'entreprises, et je suis sérieuse quand je vous ai dit tout à l'heure qui s'intéressent plus, en fait, pas uniquement à leur bottom line, mais aussi à leur côté social, sociétal, etc. Il y en a qui le font juste en maquillant, il y en a qui sont réellement dans cette démarche. Ceux qui le font juste en maquillage, ils vont finir par y arriver parce que ça va leur retomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous, les jeunes, vous n'avez plus envie justement d'être pressés. Et donc les entreprises commencent à le comprendre et ceux qui ne l'ont pas compris finiront par le comprendre ou sinon ils vont disparaître. Et puis il y a l'autre option qui est pour moi une voie royale de votre génération, c'est l'entrepreneuriat. C'est fantastique parce que, encore une fois, il y a tous les moyens pour. Tout est en train d'être disrupté partout dans le monde, dans tous les sens, et par justement des gens qui ne sont pas comment on va appeler ça, des compétiteurs naturels dans l'environnement. Donc en fait, la plupart des grandes choses qui vont se faire dans le futur, à mon sens, vont se faire par des jeunes comme vous, qui ont une idée folle ou qui ont eu un souci, qui ont envie de le régler, etc. Et qui, par leur maîtrise de la technologie ou par une association avec quelqu'un qui maîtrise la technologie, vont finir par faire des ruptures technologiques extrêmement importantes et faire des révolutions industrielles, etc. Donc la voie de l'entrepreneuriat est formidable et les entreprises qui ne comprendront pas que vous, les jeunes, vous n'avez plus envie de vous faire presser, que vous voulez avoir le work-life balance que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir, que vous voulez justement poursuivre vos rêves, que vous voulez être plus à l'aise dans votre travail, finiront par disparaître. Donc voilà, je pense que c'est les entreprises qui s'adopteront à vous et pas l'inverse. Merci, 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 merci. Juste un petit élément de complément, Yosra, avec ta permission. Un leader, où qu'il soit, qu'il puisse inspirer, pour que les gens puissent le suivre, il a besoin d'être crédible avant tout. Si on croit en une personne, on ne se battra peut-être pas pour l'entreprise, mais on se battra pour toi. Et pour ça, dans mes différentes vies, quelles qu'elles soient, notamment professionnelles, il m'arrivait de dire à mes collaborateurs, écoute, je t'apprécie, je te défendrai quel que soit X. Mais si la performance n'est pas au rendez-vous, eh ben on devra arrêter la relation. Mais je me ferai tout pour te monter en compétence, pour te mettre en situation de succès. Mais si on n'y arrive pas, ben on n'y arrive pas. J'y passerai moi ou tu y passeras toi. Donc je pense que la crédibilité, il y a un sentiment de solitude dans l'entreprise. Aussi bien le chef d'entreprise lui-même, mais aussi le collaborateur et le nouvel entrant dans l'entreprise. D'où cette pression. Et bien quand on brise la glace et qu'on n'est plus dans la solitude et qu'on dit on est ensemble pour de la performance, on fera tout pour et sinon on va tous y passer. Bon, bah, il faut le prendre. Mais il y a un dernier élément, je finirai sur ça, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Alors vous me direz en quoi ? Chacun place sa confiance en quelque chose. On peut placer sa confiance en soi, malgré tout. On peut mettre sa confiance en quelque chose de plus universel, ou confiance en l'avenir. Et je pense que quand on est jeune, si on n'a pas confiance en l'avenir à 20, 25, 30 ans, quand est-ce qu'on aura confiance dans l'avenir ? Donc de temps en temps, j'ai absolument raison. Juste, comment tu disais avec ta copine ? J'étais bien. J'étais bien. Voilà, il faut juste laisser couler. Et si on se vire, vous savez, moi j'arrive au bureau tous les jours, je ne sais pas si demain je vais être là. Je vis dans une visibilité à J+1. Et on vit avec. Merci. Alors, je crois qu'il y a une autre intervention, une dernière peut-être, et d'autres. Et est-ce qu'on n'est pas limité par le temps ? On est en train un petit peu quand même ? Un petit peu, oui, je pense. Je pense, elle est encore... Une question, c'est la dernière. Et qui c'est qui distribue le micro, là ? Je ne comprends plus, moi. Alors, vous le gardez la prochaine fois. D'accord, merci. Je me présente d'abord. Je suis Hamza Zaidan, étudiant à Nissa Méditerranée à Fès, en 4e année, en cycle énergie électrique. Welcome. Et merci. Et ma question est pour Monsieur Berada, que je remercie d'ailleurs pour son intérêt au leadership au Maroc, parce qu'il y a un aspect qui m'intéresse vraiment au leadership, parce qu'un leader, il arrive à extraire les talents et les capacités des gens. Et plus on a de leaders en charge, plus on pourra extraire le talent des jeunes et des gens au Maroc. Je parle du Maroc parce que je suis marocain et j'ai vécu toute ma vie, j'ai fait mes études supérieures ici. Et ma question est, est-ce qu'on extrait assez de talent et de compétences des jeunes au Maroc aujourd'hui ? Je connais de mon expérience personnelle, on a beaucoup d'élèves ingénieurs qui font leur boulot très bien, qui ont des capacités immenses, du talent immense en ingénierie, mais qui peuvent en même temps être l'un des meilleurs écrivains au monde ou l'un des meilleurs scénaristes, mais ils n'ont pas cette opportunité, ils ne s'y mettent pas à fond.
parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie s'ils suivent tel ou tel métier. Et du coup, on se retrouve avec des jeunes qui ont des talents dans d'autres domaines, mais qui s'orientent vers l'ingénierie, l'économie, médecine, juste parce qu'on peut manger un morceau de pain, comme on dit. Merci. C'est une sacrée question. Moins. Certes, au Maroc, on a beaucoup moins l'opportunité de développer des talents qu'aux États-Unis, où on inculque l'entrepreneurship et le leadership à des enfants de 2, 3, 4 ans, dans lequel le self-made man est plus difficile à faire au Maroc qu'aux États-Unis. Donc oui, définitivement, au Maroc, nous n'avons pas assez d'opportunités pour les jeunes, et les élites, quelles qu'elles soient, n'ouvrent pas assez leurs portes. Mais en même temps, Allahumma lak hamd, on a l'école, beaucoup d'entre vous ont fait l'école publique marocaine, ils sont arrivés à l'université Euromède, ont fait l'EMI, le Hassania, l'ISCAE, l'UNCG, etc. Donc on a quand même des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont néanmoins pu développer leur talent. Donc le Maroc reste néanmoins une terre d'opportunités, pas pour tous, mais pour les plus talentueux et les plus débrouillards. Et je finis sur ça, c'est qu'on est véritablement une terre d'opportunités. J'ai vu beaucoup de talents marocains naviguer à contre-courant. Je sais qu'on voulait parler des fuites des cerveaux, mais j'ai vu des talents marocains faire le chemin inverse, venir au Maroc en disant « Waouh, les opportunités que vous avez au Maroc, on ne les a pas en France. » Parce que c'est une terre d'opportunités, mais pour les gens qui sont persévérants, qui sont courageux et qui sont un peu débrouillards. Donc et je finis sur ça, Tizi en particulier est une pépinière et un cultivateur de talents. Aujourd'hui, on œuvre pour cultiver les talents, on le fera davantage par un plan d'action qui est en cours. Mais un homme, une femme aujourd'hui qui en veut, qui est persévérante, au Maroc ou ailleurs, sous n'importe quel cieux, si elle en veut et qu'elle est marathonienne, elle peut y arriver. Et c'est pareil dans le monde entier, ce n'est facile nulle part. Ok, allez, une dernière, je vous vois lever la main. Allez-y, allez, quand même. Allô ? Et c'est bien la dernière, j'espère. Allez-y. Bonjour et merci les intervenants pour vos beaux discours ce soir, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et j'aurais une question, c'est que, comme vous avez dit, messieurs là-bas, que nous, on est la génération de leadership et tout le monde est leadership dans cette salle, enfin, des étudiants. Qu'est-ce qu'il arrive si on arrive dans une équipe où tout le monde est des leadership? Qu'est-ce qu'on fait? Chacun convaincre les autres. Comment on fait pour gérer? Et du coup, dans ce sens-là, leadership devient coopération, ou leadership n'existe seulement dans une équipe avec les hiérarchies. Merci. Yusr me dit d'être bref. Un leader est d'abord un follower, est d'abord un suiveur. Parce que le leader, dans la définition de la Kennedy School et dans la définition vraiment académique et qui s'exprime, un leader, c'est celui qui s'efface, qui n'existe plus pour incarner tous les autres. Comment si Tej s'est effacé, mais pour incarner le potentiel que vous êtes, pour parler en votre nom tous. Donc les chefs, être un chef, tout le monde veut être le chef, mais celui qui va être leader, c'est celui qui va créer l'unanimité. Et à la fin, on dit, bon, celui-là, il mérite d'être un leader. C'est celui que le groupe va choisir et pas celui qui va se poser. Et tous les gens qui se posent en tant que chef, en général, ne sont pas nécessairement des leaders. Merci. Leaders Eat Last. Vous connaissez l'ouvrage? Il y a un ouvrage qui porte ce titre-là, Leaders Eat Last. Et dans la communication aussi, excusez-moi, la plus belle leçon que j'ai apprise en matière de communication, c'est d'apprendre à écouter. Si vous voulez être de bons communicateurs, commencez par apprendre à écouter. Alors, merci beaucoup pour vos contributions précieuses et votre participation. En votre nom, je tiens à remercier nos deux conférenciers, Hind et Zé Mohamed. Et encore une fois, merci pour votre présence, merci pour toutes les personnalités qui sont là et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière, un bon séjour au Maroc et de rentrer safely back home et une belle carrière. À très bientôt. Merci.